Le rôti braisé était encore chaud lorsque le téléphone a sonné. Je me souviens de ce détail car il est gravé dans ma mémoire. 15 janvier 2005, 22h47. J'avais laissé le dîner préféré de David dans le four, le gardant au chaud pour son retour de l'équipe de nuit à la mine de Silver Creek. Notre fille Olivia avait 3 mois. Elle avait les yeux de David, brun foncé, brillants de curiosité, même à cet âge. Elle s'était enfin endormie après avoir lutté contre le sommeil pendant 2 heures. Je pliais le linge dans le salon quand je l'ai entendu. Pas le téléphone au début. Les sirènes. En vivant à Gillette, dans le Wyoming, on s'habitue à certains sons. Les camions de charbon qui grondent à l'aube. Le sifflet des raffineries. Le bourdonnement constant de l'industrie qui a construit cette ville et nourri ses familles. Mais des sirènes à 22h47 un mardi soir. C'était différent. Le téléphone a sonné avant que je puisse bouger vers la fenêtre. Emma. La voix de Janet Thompson était tendue, saccadée. Nous allions à l'église ensemble. Elle travaillait au dispatching pour la compagnie minière. Il y a eu un incident à Silver Creek. Toutes les familles doivent venir sur le site maintenant. Mes mains se sont engourdies. Quel genre d'incident? Viens juste, s'il te plaît. Je ne me souviens pas du trajet. Je ne me souviens pas avoir chargé Olivia dans son siège auto ni avoir attrapé mon manteau. La chose suivante que je savais, c'est que je me tenais derrière une clôture en grillage avec peut-être 40 autres femmes, regardant les lumières d'urgence orange clignoter dans l'obscurité. Les sirènes étaient assourdissantes. Ambulances, camions de pompiers, voitures de police, tous hurlant dans la nuit du Wyoming comme des animaux blessés. L'air avait un goût de diesel et de poussière assez épaisse pour étouffer. Des projecteurs portables projetaient des ombres dures sur l'entrée de la mine. Le puits principal s'était effondré. Une femme à côté de moi pleurait, ses mains serrées si fort autour de la clôture que le métal lui rentrait dans les paumes. Je n'ai pas pleuré, je ne pouvais pas. Tout mon corps s'était engourdi sauf mes mains qui brûlaient à force d'agripper le grillage gelé. Défaillance structurelle, a dit quelqu'un. Un responsable de la mine avec un presse-papier et un visage que je n'oublierai jamais. Les poutres de support du puits ont cédé. Combien d'hommes étaient là-dessous? Une autre femme a demandé. 14. 14. Le nombre a frappé comme un coup physique. Ils ont sorti 7 hommes dans les 2 premières heures, couverts de poussière, toussant, certains sur des civières. Chaque fois que les équipes de secours émergeaient de cette entrée noire béante, nous nous précipitions, désespérés, priant. David n'était pas parmi eux. À l'aube, ils ont arrêté de sortir qui que ce soit. Un homme avec un casque de chantier, un cadre de Whitmore Energy and Resources, s'est tenu sur le plateau d'un pick-up et nous a dit que le puits était trop instable. Il ne pouvait pas continuer en toute sécurité. Nous sommes profondément désolés pour votre perte, a-t-il dit. Votre perte, au passé. Je suis resté là, tenant ma fille de 3 mois contre ma poitrine, sentant son petit cœur battre contre le mien, et j'ai regardé le soleil se lever sur les décombres de ma vie. L'histoire officielle est sortie 3 jours plus tard. La Gazette de Gillette l'a publiée en première page. Une activité sismique naturelle déclenche l'effondrement de la mine. Un acte de Dieu, ont-ils appelé ça. Ces choses arrivent dans les régions minières. J'ai lu cet article assise à ma table de cuisine pendant qu'Olivia dormait dans son berceau. Les mots nageaient devant mes yeux. Activité sismique naturelle, acte de Dieu, nos plus sincères condoléances. La compagnie a envoyé un représentant aux funérailles de David. Il m'a tendu une enveloppe avec un chèque de $50 000 et m'a dit à quel point ils étaient désolés. Accord de règlement 6 juin. Signé ici, Madame Hartwell. J'ai signé. J'avais besoin de l'argent. J'avais un bébé de 3 mois et aucun revenu, mais j'ai gardé le journal, et j'ai commencé à faire attention parce que j'avais travaillé dans la construction avant la naissance d'Olivia. Je comprenais les structures porteuses. Je savais ce que des poutres correctement renforcées pouvaient supporter. Et je savais qu'une activité sismique assez forte pour faire effondrer un puits de mine moderne aurait été enregistrée sur tous les moniteurs géologiques de l'État. Il n'y avait eu aucun tremblement de terre dans le Wyoming ce janvier-là. Quelqu'un avait pris des raccourcis. Quelqu'un avait choisi le profit au détriment de la sécurité. Et cet homme ne rentrerait jamais chez eux à cause de cela. Je ne savais juste pas encore qui. Une semaine après les funérailles,
je suis entré dans le bureau de terrain de Whitmore Energy. Je portais ma plus belle robe, la noire que j'avais portée au service. Olivia était avec Janet. Je lui ai dit que je devais récupérer quelques effets personnels de David auprès de la compagnie. C'était partiellement vrai, mais ce n'était pas toute la vérité. L'homme derrière le bureau a à peine levé les yeux quand je suis entré. Sa plaque nominative indiquait Brian Foster, commis administratif. Il avait peut-être 30 ans avec le genre de main douce qui n'avait jamais tenu une pioche. « Puis-je vous aider ?» Son ton indiquait clairement qu'il préférait que je parte. « Je suis Emma Hartwell, la veuve de David Hartwell. J'aimerais voir le rapport d'incident de Silver Creek. » Maintenant, il a levé les yeux. « Madame Hartwell, la compagnie a déjà traité votre règlement. Tout ce que vous avez besoin de savoir était dans ces papiers. J'aimerais quand même voir le rapport officiel. » Sa mâchoire s'est crispée. Politique de l'entreprise. Les documents internes ne sont pas accessibles aux familles des hommes qui sont morts. J'ai gardé ma voix égale, calme. Je pense que c'est exactement elle qui devrait les voir. Vous devriez tourner la page, Madame Hartwell. Il s'est retourné vers son ordinateur. La compagnie a payé les règlements. Il n'y a plus rien à discuter. Je suis resté là un moment à le regarder m'ignorer. Puis j'ai remarqué la pile de dossiers sur le coin de son bureau. L'un était étiqueté Revue interne Silver Creek. J'ai besoin d'utiliser les toilettes, ai-je dit. Il a soupiré et a pointé le couloir. Deuxième porte à gauche. Je suis sorti de son bureau, j'ai compté jusqu'à 30, puis je suis revenu. Brian était parti. Pause toilette probablement. J'avais peut-être 3 minutes. Le dossier était exactement là où je l'avais vu. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. La plupart étaient du jargon technique, des relevés géologiques, des évaluations structurelles, des chronologies de l'effondrement. J'ai feuilleté rapidement, sachant que je n'avais pas beaucoup de temps. Puis j'ai trouvé la page 7, mesure de réduction des coûts, projet d'expansion du puits C. J'ai sorti mon téléphone, un téléphone à clapet Nokia basique. C'était en 2005, et il prenait des photos. La qualité était terrible, granuleuse et sombre, mais lisible. Spécification des poutres de support spécifiées à l'origine de l'acier de nuance 60, révisé à de l'acier de nuance 40. Économie de coûts estimée $340 000. Date d'approbation, novembre 2004. 2 mois avant l'effondrement. Signature d'approbation P. Whitmore, VP des opérations. Mon souffle s'est coupé. J'ai entendu des pas dans le couloir. J'ai remis le dossier exactement où je l'avais trouvé, glissé mon téléphone dans mon sac à main et suis sorti avant que Brian ne revienne. Cette nuit-là, je me suis assise à notre table de cuisine avec Olivia dormant dans la pièce voisine. J'avais imprimé les photos chez Walgreens sur le chemin du retour. La qualité était mauvaise, mais les mots étaient assez clairs. Nuance 40 au lieu de nuance 60. $340 000 économisés. 14 vies perdues. J'ai pris le crayon à dessin de David, celui qu'il avait utilisé pendant 20 ans. Le métal était usé et lisse à cause de ses mains, mais la gravure était encore claire. Construit pour durer. Ses mains avaient tenu ceci. Ces mains qui ne tiendraient plus jamais notre fille. J'ai posé le crayon soigneusement et j'ai fait une promesse. À David, à Olivia, aux 13 autres hommes qui sont morts dans cette obscurité. Preston Whitmore pensait pouvoir enterrer ça. Pensait pouvoir nous payer et passer à autre chose. Il n'avait aucune idée de à qui il avait affaire. Mais je n'étais pas encore prête. J'étais une veuve de 22 ans sans argent, sans pouvoir et avec un bébé à élever. Si je m'en prenais à Preston Whitmore maintenant, il m'écraserait. Ses avocats me détruiraient. Les preuves disparaîtraient. Alors, j'attendrais. Je construirais ma vie, construirais ma carrière, construirais ma crédibilité, et quand le moment serait venu, quand je serais assez forte, quand j'aurais les ressources et la tribune, je le ferais répondre de ce qu'il avait fait. Ce fut le jour où j'ai arrêté de croire aux accidents et commencé à croire en la justice. La première année fut de la pure survie. Olivia se réveillait en pleurant à 2 heures du matin et je la berçais dans le noir alors que mes bras me faisaient mal à cause du travail de la journée. J'avais pris un emploi chez Henderson Engineering à dessiner des plans pour des bâtiments commerciaux. La paix était stable. Les heures étaient brutales.
Je laissais Olivia chez Janet avant l'aube et la récupérais après la tombée de la nuit. Certains soirs, je rentrais à la maison et réalisais que je n'avais pas mangé de la journée. Mais Olivia était nourrie. Olivia était au chaud. Olivia était en sécurité. C'était ce qui comptait. Le crayon de David est resté dans le tiroir. Je ne pouvais pas supporter de l'utiliser. Je ne pouvais pas supporter de le toucher la plupart du temps. Mais je ne l'ai jamais jeté. Les années se sont flouées dans une brume de dépose à la garderie, de courses alimentaires et de révision de plans. Le premier mot d'Olivia fut maman. Prononcé dans l'allée des céréales chez Safeway. J'ai pleuré juste là, entre les Cheerios et les cornflakes. Pour son premier jour de maternelle, elle portait une robe d'occasion que Janet avait trouvée à une vente d'église, en Vichy jaune avec un col blanc. Je suis resté dans la voiture pendant 10 minutes après l'avoir déposée, les mains sur le volant, me disant qu'elle irait bien. Elle allait toujours bien, plus dur que je ne lui en donnais le crédit. Quand elle a eu 7 ans, elle a posé des questions sur son père. Nous étions à la table de cuisine, ses devoirs étalés entre nous. Un devoir sur l'arbre généalogique. Comment était papa? Je suis allé au tiroir et j'ai sorti le crayon de David. Je l'ai laissé le tenir. Sentir son poids. Il construisait des choses, lui ai-je dit. De bonnes choses, des choses solides. Elle a tracé la gravure avec son doigt. Construit pour durer. C'est vrai, bébé. Est-ce qu'il m'a construite? Ma gorge s'est serrée. Ouais, il t'a construite. La meilleure chose qu'il ait jamais faite. Elle a gardé le crayon sur son bureau après ça. Le collège a été plus difficile. Les autres enfants avaient des pères qui venaient au match de basket, qui leur apprenaient à conduire. Olivia ne s'est jamais plainte, mais je le voyais dans la façon dont elle devenait silencieuse quand la fête des pères arrivait. J'ai pris du travail supplémentaire, des inspections résidentielles, des travaux de consultation, tout ce qui payait. Le samedi matin, elle venait avec moi sur les chantiers, portant un casque trop grand et tenant un presse-papier. À 14 ans, elle pouvait lire un plan mieux que la moitié des entrepreneurs avec qui je travaillais. Pourquoi vérifies-tu tout 2 fois, a-t-elle demandé une fois, en me regardant mesurer des murs porteurs. Parce que quelqu'un va vivre ici, ai-je dit. Quelqu'un va faire confiance à cet endroit pour le garder en sécurité. Je ne signerai rien qui pourrait leur faire défaut. Elle a hoché la tête, comprenant plus que je ne l'avais dit. Le lycée a apporté de nouvelles inquiétudes. Les garçons, les fêtes, l'attraction constante d'un monde dont je ne pouvais pas tout à fait la protéger. Mais elle était intelligente. Liste du doyen chaque semestre. Capitaine de l'équipe de débat. Acceptation anticipée à l'université du Wyoming. Les années universitaires ont étiré mon budget jusqu'à la rupture. Prêts étudiants, programme travail-études, chaque demande de bourse que je pouvais trouver. Mais elle s'est épanouie. Majeure en ingénierie, civile comme moi. Elle m'appelait le dimanche soir et me parlait de ses cours. J'entendais David dans l'excitation de sa voix quand elle parlait d'intégrité structurelle, de code du bâtiment, de créer des choses qui dureraient. Le jour de la remise des diplômes, je me suis assise dans les gradins du War Memorial Stadium et je l'ai regardé traverser cette scène. Bachelor of Science en génie civil. Quand ils lui ont remis le diplôme, elle m'a regardé droit dans les yeux et a souri. Ce même sourire qui m'avait fait traverser 20 ans de longues journées et de nuits encore plus longues. Janet, assise à côté de moi, a serré ma main. Tu as bien fait, Emma. Nous avons bien fait, ai-je dit. Ce soir-là, Olivia m'a montré le cadeau qu'elle s'était offert, un crayon à dessin en argent avec une gravure, construit pour durer. Elle gardait l'original de David dans une boîte vitrine sur le mur de son appartement. Je veux construire des choses qui comptent, maman, a-t-elle dit. Comme toi, comme papa. Je l'ai serré fort, respirant l'odeur familière de ses cheveux, et j'ai pensé, ceci, c'est ce que David et moi avons construit ensemble. Pas juste des bâtiments ou des ponts, mais cette femme forte et brillante qui connaît la valeur d'une fondation solide. Je pensais lui avoir donné tout ce dont elle avait besoin pour affronter n'importe quelle tempête. Je lui avais appris à être prudente, à vérifier son travail, à avoir confiance en les choses qui étaient solides et vraies. Je ne savais pas que le sol était sur le point de se dérober sous nos pieds. Il y a 6 mois, un mardi d'octobre, mon téléphone a sonné alors que j'inspectais les travaux de fondation d'une nouvelle école élémentaire dans le comté de Campbell.
La photo d'Olivia a illuminé l'écran. Maman. Sa voix était essoufflée, excitée. Je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal. Tout est parfait. Une pause et je pouvais entendre son sourire. J'ai rencontré quelqu'un. Ma poitrine s'est desserrée. C'était normal. C'était bien. Ma fille de 23 ans tombant amoureuse. Construisant un avenir. Ouais. Son nom est Cole. Nous nous sommes rencontrés à une conférence environnementale à Denver il y a 3 mois. Maman, il est incroyable. Il est intelligent et gentil, et il écoute vraiment quand je parle de travail. Je me suis appuyé contre mon camion, une chaleur se propageant en moi malgré le froid d'octobre. J'ai hâte de le rencontrer. Je pense vraiment que c'est le bon, maman. Je pense qu'il pourrait être l'homme de ma vie. Elle a ri, ce son brillant et heureux que j'attendais d'entendre depuis des années. Son nom de famille est Whitmore. Cole Whitmore. Olivia Whitmore. Ça ne sonne pas parfait? La bétonnière derrière moi a continué de tourner, mais je ne pouvais plus l'entendre. Whitmore. Maman, tu es toujours là? Ouais. Ma voix est sortie stable d'une manière ou d'une autre. Je suis là. Je dois filer. Réunion dans 5 minutes. Je t'aime. La ligne a coupé. Je suis resté là, le téléphone toujours pressé contre mon oreille, regardant l'équipe de construction verser du béton dans des coffrages qui soutiendraient les murs de classe, s'assurant que la fondation tiendrait. Whitmore. Il devait y avoir plus d'une famille Whitmore dans le Wyoming. C'est un nom assez courant. J'ai ouvert Google avec des doigts tremblants. Cole Whitmore, Wyoming. Profil LinkedIn, Cole Whitmore, 29 ans, consultant en environnement. Gillette, Wyoming, bachelor en sciences de l'environnement de l'État du Colorado. Photo d'un jeune homme avec un sourire facile, cheveux blonds, portant une veste polaire. J'ai fait défiler vers le bas. Père Preston Whitmore, PDG, Whitmore Energy and Resources. Le téléphone a glissé de ma main, a craqué contre le gravier. Je l'ai ramassé et j'ai cherché à nouveau. J'ai trouvé une photo d'un gala de charité l'année dernière. Preston Whitmore et son fils Cole au dîner annuel de la Fondation de l'industrie minière. Tenue de soirée. La main de Preston sur l'épaule de Cole, tous deux souriants. Derrière eux, à travers les fenêtres de la salle de banquet, une chaîne de montagnes familières, les mêmes pics que j'avais fixés il y a 20 ans pendant que mon mari mourait sous terre. La mine de Silver Creek était à 15 km de l'endroit où cette photo a été prise. J'ai zoomé sur le visage de Cole. Des yeux gentils, un sourire honnête. Il ne ressemblait en rien à son père. Plus doux, plus chaleureux, mais la ressemblance était là dans la mâchoire, les épaules. Le fils de Preston Whitmore. Le contremaître du site a appelé mon nom. Quelque chose à propos du placement des barres d'armature. Je lui ai fait signe, suis monté dans mon camion et suis resté assise là, agrippant le volant. Est-ce que Cole savait qui j'étais? Est-ce que Preston savait? Est-ce qu'Olivia avait mentionné son nom de famille, la mort de son père, l'effondrement de la mine? Ou était-ce juste le hasard? Une conférence, une conversation, une connexion qui n'avait rien à voir avec le passé. J'ai sorti mon portefeuille. Le papier plié que j'avais gardé pendant 20 ans était toujours là, usé aux pliures. Mesure de réduction des coûts. Expansion du puits approuvée par P. Whitmore. J'avais porté ce document comme un talisman, attendant le bon moment, attendant la justice. Je n'avais jamais imaginé que ça en arriverait là. Ma fille brillante et confiante qui avait passé toute sa vie sans père, tombant amoureuse du fils de l'homme qui le lui avait pris. J'ai pressé mon front contre le volant. Je ne pouvais pas lui dire, pas encore. Pas sans plus de preuves, pas sans des preuves assez solides pour qu'elle ne puisse pas rejeter ça comme étant mon deuil qui parle, mon incapacité à tourner la page. Elle ne me croirait jamais autrement. Elle penserait que j'essayais de saboter son bonheur. J'avais besoin de plus qu'un document vieux de 20 ans et le cœur brisé d'une mère. J'avais besoin de la vérité sur ce que Preston Whitmore faisait encore, détruisait encore. Et je devais m'assurer que lorsque je lui dirais enfin, elle ne pourrait pas détourner le regard. Ça a commencé dans mon bureau à domicile à minuit. L'ordinateur portable luisant en bleu dans le noir,
le café refroidissant à côté de moi. Je me disais que je regardais juste, que je vérifiais juste, m'assurant que Cole était qui il semblait être. Mais nous savons tous les deux que ce n'était pas vrai. J'ai sorti tous les documents publics sur Whitmore Energy and Resources, rapports annuels, déclarations environnementales, demandes de permis. 20 ans d'ingénierie m'avaient appris à lire entre les lignes, à repérer où les coins étaient coupés. Il a fallu 3 semaines pour trouver Summit Ridge. Le permis du projet était enterré dans les archives du comté de Campbell. Une expansion de charbon proposée à 15 miles au nord de Gillette. Le langage était prudent, technique, conçu pour ennuyer quiconque ne cherchait pas de problème. Mais j'avais déjà vu ça. Les mêmes schémas que Silver Creek. Spécification de la structure de support répondant à peine au code. Garanties environnementales listées comme en attente d'approbation. Chronologie projetée supposant que tout se passerait parfaitement. Rien ne se passe jamais parfaitement dans l'exploitation minière. J'ai recoupé les spécifications avec les normes de l'industrie. Les chiffres m'ont donné mal au ventre. Poutre de support évaluée pour 60% de la charge réelle. Inspection de sécurité trimestrielle au lieu de mensuelle. Système de ventilation qui échouerait si quelque chose d'inattendu se produisait. Quelqu'un allait mourir à Summit Ridge. C'était juste une question de quand. J'avais besoin d'aide. La signature de Sarah Mitchell était dans la Gazette de Gillette depuis 5 ans. Des articles d'investigation sur la contamination de l'eau, les droits des travailleurs. Je l'avais rencontrée lors d'une réunion municipale sur la sécurité industrielle. Elle m'avait frappé comme étant minutieuse, sceptique, quelqu'un qui ne prenait pas les relations publiques d'entreprise pour argent comptant. Je l'ai appelée un mardi après-midi. Mademoiselle Mitchell, je m'appelle Emma Hartwell. J'ai des documents que je pense que vous devriez voir. Nous nous sommes rencontrés dans un dîner à la périphérie de la ville, le genre d'endroit où le café est terrible, mais où personne ne fait attention aux affaires des autres. J'ai étalé les fichiers de Summit Ridge sur la table entre nous. Sarah les a étudiés en silence pendant un long moment. Quand elle a finalement levé les yeux, son expression était sombre. C'est de la négligence criminelle, a-t-elle dit. Mais j'ai besoin de sources internes. Quelqu'un qui peut vérifier ces chiffres, quelqu'un qui a vu les communications internes. Je connais peut-être quelqu'un. Jack Reynolds avait travaillé pour Whitmore Energy pendant 15 ans. Je l'avais rencontré lors d'une consultation de sécurité il y a 3 ans. Il avait discrètement souligné des divergences dans leur rapport d'inspection, suggéré que je regarde de plus près. À l'époque, j'avais classé ça. Je n'avais pas poursuivi. Maintenant, je l'ai appelé depuis le parking du dîner. Jack, c'est Emma Hartwell. Nous nous sommes rencontrés en 2021. Vous vous souvenez? Bien sûr. Sa voix était prudente. Que puis-je faire pour vous? Êtes-vous prêt à témoigner officiellement sur ce qui se passe chez Whitmore Energy? Long silence. Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps pour demander? Au cours des 2 semaines suivantes, Jack nous a fourni des documents, des emails, des mémos internes, des dossiers financiers montrant des comptes offshore et une comptabilité créative. Sarah a relié des points que je ne pouvais pas voir, des modèles de violation, des pots de vin au régulateur, des filiales conçues pour masquer la responsabilité. Puis elle a trouvé quelque chose qui a arrêté mon cœur. Emma. La voix de Sarah était tendue au téléphone. J'ai besoin que tu t'assoies. J'étais déjà assise. Bureau à domicile tard le soir. Olivia dormait probablement dans son appartement à travers la ville, rêvant de son mariage, de son avenir, de sa nouvelle famille. Qu'est-ce qu'il y a? Des dossiers de transfert. 8,5 millions de dollars déplacés via un compte enregistré au nom d'Olivia Hartwell, listé comme frais de consultation pour services environnementaux, mais il n'y a pas de contrat, pas de produit de travail, juste de l'argent qui bouge. Ma bouche s'est asséchée. C'est impossible. Olivia n'a jamais travaillé pour eux. Je sais, c'est ce qui en fait une fraude. Des papiers ont bruissé à son extrémité. Des violations environnementales à Summit Ridge sont rattachées à ce compte. Des rapports qui n'ont jamais été déposés. Des inspections qui n'ont jamais eu lieu. Et la signature d'Olivia est sur chacun d'eux. Elle n'a jamais signé ces documents. Peu importe. Son nom est partout. Si cela fait surface, si les régulateurs viennent poser des questions, c'est elle qui portera le chapeau.
Je l'ai vu clairement alors. Preston ne faisait pas que couper les coins ronds. Il construisait une assurance. Un bouc émissaire qui se trouvait être ma fille. Bientôt sa belle-fille. Si le projet s'effondrait, si des gens mouraient, si les régulateurs venaient, il aurait quelqu'un d'autre à blâmer. Quelqu'un qui aimait trop son fils pour riposter. J'ai fixé les documents étalés sur mon bureau. La signature falsifiée de ma fille sur chaque page, son nom attaché à des crimes dont elle ignorait l'existence, étant tissé dans un piège qu'elle ne pouvait pas voir. Il y a 20 ans, Preston Whitmore a choisi le profit au détriment de la vie de mon mari. Maintenant, il jouait avec l'avenir de ma fille et il n'avait aucune idée que je regardais. 3 mois avant le mariage, Olivia est venue me voir avec 2 annonces. Elle est arrivée un samedi après-midi, entrant par la porte de la cuisine comme elle le faisait depuis le lycée, mais cette fois elle tenait sa main gauche à un angle étrange, essayant d'agir naturellement, échouant. « Maman, tu es à la maison. » Sa voix était perchée trop haut. J'ai levé les yeux des dossiers étalés sur la table. Les documents de Summit Ridge que je révisais encore. Je les ai balayés rapidement dans un dossier. Je le suis toujours le samedi. Je me suis levé, remarquant la rougeur sur ses joues, la façon dont elle ne pouvait pas tout à fait croiser mon regard. Qu'est-ce qui se passe? Elle a tendu sa main. Le diamant a attrapé la lumière de l'après-midi. Pas énorme, mais élégant. Simple. Le genre de bague que David aurait choisi s'il en avait eu les moyens. Cole a fait sa demande, a-t-elle dit, et son sourire était si brillant que ça faisait mal à regarder. Hier soir. Maman, j'ai dit oui. J'aurais dû la serrer dans mes bras immédiatement. J'aurais dû crier de joie, examiner la bague, demander comment s'était passée la demande. Au lieu de cela, je suis resté là à calculer des chronologies, pensant aux signatures falsifiées et aux 8,5 millions de dollars de transferts illégaux, pensant au fait que dans 3 mois, elle deviendrait légalement membre de la famille de Preston Whitmore. Maman. Son sourire a vacillé. Tu n'es pas contente? Je me suis forcé à bouger, je l'ai attiré dans une étreinte. Bien sûr que je le suis, bébé. Par-dessus son épaule, je pouvais voir le dossier sur la table, son nom sur les documents à l'intérieur. Cole est un homme chanceux. Elle s'est reculée, étudiant mon visage. Elle avait toujours été capable de me lire trop bien. Il y a autre chose. Nous nous sommes assises à la table de cuisine, la même table où elle avait fait ses devoirs, où je lui avais appris à lire des plans, où nous avions eu 1000 petits moments qui ont construit notre vie ensemble. Je dois te dire quelque chose. Elle a tourné la bague à son doigt. Je suis enceinte. Les mots sont sortis d'un coup. 6 semaines. Nous ne l'avions pas prévu, mais... Elle a levé les yeux vers moi. Maman, s'il te plaît, dis quelque chose. Mon cœur faisait quelque chose de compliqué. Se brisant et durcissant en même temps. Ce bébé, mon petit enfant, naîtrait dans le monde de Preston Whitmore, porterait son nom, serait un levier. Est-ce que Cole le sait? Il est ravi. Effrayé, mais ravi. Elle a cherché ma main. Maman, je sais que ce n'est pas comme ça que tu m'as élevé, mais je l'aime et je pense vraiment que nous pouvons le faire. J'ai serré sa main, regardant cette femme que j'avais élevée seule, qui était sur le point de devenir mère elle-même, qui n'avait aucune idée qu'elle marchait dans un piège. As-tu passé beaucoup de temps avec le père de Cole? J'ai choisi mes mots avec soin. Avec Preston, son expression a changé, est devenue gardée. Quelquefois. Pourquoi? Comment est-il? Tendu? Très concentré sur les affaires, mais il a été gentil avec moi. Elle a retiré sa main. Pourquoi demandes-tu ça? Est-ce que Cole t'a beaucoup parlé de la compagnie de son père? De la façon dont ils opèrent? Maman, sa voix s'est élevée. Si c'est parce que tu penses qu'ils sont trop riches pour nous, ce n'est pas ce que je dis. Alors quoi? Elle s'est levée. Parce qu'on dirait que tu essaies de trouver des problèmes. Cole n'est pas son père. Il travaille dans le conseil en environnement. Il essaie d'améliorer les choses. Je voulais lui montrer les documents juste là. Je voulais prouver que Preston Whitmore l'a tissé dans ses crimes. Que sa signature était déjà falsifiée sur des papiers qui pourraient détruire son avenir. Mais sans preuve de la falsification, cela sonnerait comme si je trouvais des problèmes qui n'existaient pas.
Comme si j'essayais de saboter son bonheur parce que je ne pouvais pas lâcher le passé. Je veux juste que tu sois prudente, ai-je dit. Si jamais tu vois quelque chose qui ne semble pas juste. Je vais bien, maman. Elle a attrapé son sac à main. Il y avait une dureté dans sa voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Je sais que tu as été seule longtemps. Je sais que tu as dû être méfiante pour survivre, mais je fais confiance à Cole. Je fais confiance à sa famille. Et j'aimerais que tu puisses être heureuse pour moi. Elle a marché vers la porte, a fait une pause. Le mariage est dans 3 mois. J'espère que d'ici là tu soutiendras ça. La porte s'est fermée. Je me suis assise à la table en fixant le dossier avec son nom dessus. Je venais d'aggraver les choses. Dévoiler mon jeu sans munitions pour le soutenir. Maintenant, elle serait sur la défensive, moins susceptible d'écouter. Ce que je ne savais pas, ce que je n'apprendrais que bien plus tard, jusqu'à ce que tout ait déjà éclaté, c'était que Preston regardait, lui aussi, et il était sur le point de faire son mouvement. 2 semaines avant le mariage, Preston a invité Olivia à déjeuner. Elle ne m'en a parlé que bien plus tard, jusqu'à ce que tout se soit effondré, jusqu'à ce que nous soyons assises dans cette suite d'hôtels sombres après que la réception se soit dissoute dans le chaos. Sa robe de mariée froissée, sa voix tremblante alors qu'elle essayait d'expliquer pourquoi elle était restée silencieuse pendant que Preston me déchirait. Voici ce qui s'est passé. Il avait choisi le Petroleum Club au centre-ville, le genre de restaurant où les cadres pétroliers concluent des accords derrière des portes insonorisées, où un seul repas coûte plus cher que ce que la plupart des familles dépensent en courses en un mois. Olivia est arrivée à midi portant la robe bleue que je l'avais aidée à choisir quelques jours auparavant, celle qui cachait sa grossesse à peine visible. Preston était déjà assis dans un salon privé portant un costume anthracite qui coûtait probablement $5000. Un dossier était posé sur la table à côté de son verre d'eau comme si de rien n'était, comme si c'était juste de la paperasse. Elle m'a dit qu'elle pensait qu'ils se rencontraient pour discuter des détails du mariage, peut-être construire un pont avant qu'elle ne devienne officiellement de la famille, peut-être parler du bébé. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Olivia, Preston s'est levé quand elle est entrée, faisant signe vers la chaise en face de lui. Merci d'être venu. J'espère que cela ne vous dérange pas que j'ai pris la liberté de commander pour nous deux. Le chef ici fait un excellent saumon. Elle s'est assise. La chaise en cuir était trop molle, trop chère. Tout dans cet endroit la mettait mal à l'aise. Bien sûr. Merci de m'avoir invité. Il a souri. Ce sourire froid qu'elle avait vu lors des dîners de famille, celui qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Je voulais vous parler avant le mariage, de la famille, des attentes. Il a pris son verre de vin. À propos de votre mère? Son estomac a chuté. Ma mère? Elle a posé des questions sur les opérations de notre entreprise, contacté des journalistes. Il a pris une gorgée, décontracté, comme s'il discutait de la météo. C'est devenu préoccupant. Je ne sais pas de quoi vous parlez, n'est-ce pas? Il a posé le verre, ouvert le dossier. Votre mère enquête sur Summit Ridge, notre projet d'expansion de charbon. Elle semble penser qu'il y a des irrégularités. Des papiers ont glissé sur la table vers elle. Olivia a baissé les yeux. Des relevés de virements bancaires. 8,5 millions de dollars de Whitmore Holdings vers un compte à son nom. Frais de consultation, disait la paperasse. Services environnementaux rendus. Je n'ai jamais vu ça avant. Regardez de plus près. Elle l'a fait. Sa signature était au bas de chaque page. Sa signature sur des contrats qu'elle n'avait jamais signés, sur des rapports environnementaux qu'elle n'avait jamais écrits, sur des inspections qu'elle n'avait jamais menées. Je n'ai pas signé ça. Sa voix est sortie trop forte. Quelqu'un a falsifié mon nom. Preston s'est penché en arrière dans sa chaise. Prouvez-le. Quoi? Si l'enquête de votre mère mène quelque part, si les régulateurs viennent appeler, si l'EPA commence à poser des questions, votre nom est sur tout. Il a tapoté les documents. Violations environnementales à Summit Ridge. Rapport d'inspection falsifié, 8,5 millions de dollars de frais de consultation frauduleux, tout est lié à vous. Vous avez fait ça. Elle était debout maintenant. Vous avez falsifié ma signature. Vous. J'ai bâti un empire sur 40 ans. Sa voix ne s'est pas élevée. Pas besoin.
Je ne le laisserai pas s'effondrer parce que votre mère ne peut pas lâcher une vieille tragédie. Vieille tragédie. Il a dit ça comme si la mort de David était un inconvénient mineur. Comme si 14 hommes mourants étaient juste de la malchance. Vous ne pouvez pas me faire ça. C'est déjà fait. Il s'est versé plus de vin. Mais nous pouvons contrôler les dégâts. Nous pouvons garder cette famille intacte. Elle a agrippé le bord de la table. Comment? À la réception, je vais porter un toast. Je vais dire certaines choses sur votre mère que vous n'aimerez pas. Il a croisé son regard. Vous allez rester assise là. Restez silencieuse. Sourire. Me laisser dire ce que j'ai besoin de dire. Vous voulez que je vous laisse humilier ma mère à mon mariage? Je veux que vous fassiez un choix sur le genre de famille dont vous voulez faire partie. Et si je refuse, le saumon est arrivé. Preston a remercié le serveur, a attendu qu'il soit seul à nouveau. Si vous refusez, je dirai à Cole que le bébé n'est pas le sien. La pièce a basculé. Un jour, je fabriquerai des preuves. Reçus d'hôtel, SMS, tests ADN peuvent être ajustés avec le bon laboratoire. Il a coupé dans son saumon. Cole me croira. Il me croit toujours. Il ne le fera pas. Il m'aime. Il aimait sa mère aussi. Mais il m'a cru quand je lui ai dit qu'elle était instable. Quand je lui ai dit qu'elle avait besoin de soins psychiatriques, quand je l'ai fait interner pendant 3 mois. Preston a pris une bouchée, mâché, avalé. Il a cru tout ce que je lui ai jamais dit. Pourquoi cela serait-il différent? Les mains d'Olivia tremblaient. Vous êtes fou. Je suis pragmatique. Il a tamponné sa bouche avec la serviette. Voici ce qui va se passer. Au mariage, vous resterez assise tranquillement pendant mon toast. Vous sourirez. Vous agirez comme la belle-fille reconnaissante que vous êtes censée être. Et si je le fais, tout cela disparaît. Il a fait signe au document. Je ferai en sorte que l'enquête de Summit Ridge meure tranquillement. Votre nom sera blanchi. La carrière de votre mère restera intacte. Le bébé arrivera, et nous vivrons tous heureux pour toujours. Vous me demandez de choisir entre ma mère et mon avenir. Je vous demande d'être intelligente. Il s'est penché en avant. Votre mère a passé 20 ans à peine à s'en sortir. Travaillant 3 emplois pour vous payer l'école. Elle est dure, Olivia. Elle survivra à mon toast. Mais vous? Il a tapoté les documents à nouveau. Si ceux-ci deviennent publics, vous ne travaillerez plus jamais comme ingénieur. Votre licence sera révoquée. Vous aurez de la chance si vous n'allez pas en prison. La nourriture est restée intacte entre eux. Vous avez 2 semaines, a dit Preston. Pensez à ce bébé. Pensez à Cole. Pensez à si une soirée d'inconfort vaut la peine de tout détruire. Il s'est levé, a laissé $500 en billets sur la table. Le déjeuner est pour moi. Prenez votre temps. Il l'a laissé là dans cette salle privée avec les documents falsifiés et le saumon intact et le choix impossible. Elle m'a dit qu'elle est restée assise là pendant 20 minutes après son départ, fixant juste sa signature qui n'était pas vraiment la sienne sur page après page de mensonges. Puis elle a rassemblé les documents, est sortie du Petroleum Club, s'est assise dans sa voiture dans le parking et a pleuré jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. 10 jours avant le mariage, Cole s'est présenté à mon bureau. Je ne l'avais pas invité. Je ne l'attendais pas, mais il était là à 19h30 un jeudi soir, debout dans mon embrasure de porte, tenant un dossier qui ressemblait beaucoup à celui que je révisais. J'avais renvoyé mon assistante chez elle il y a des heures, je travaillais sur les documents de Summit Ridge, recoupant les codes de violation avec les réglementations de l'État. Le coup à ma porte m'a fait sursauter. Cole se tenait dans le couloir à contre-jour des lumières fluorescentes. Sa cravate était desserrée, le bouton du haut défait. Il avait l'air de porter les mêmes vêtements depuis trop longtemps. Madame Hartwell. Sa voix était rauque. Puis-je entrer? J'ai fait signe vers la chaise en face de mon bureau, fermé mon ordinateur portable. Il s'est assis lourdement, a placé le dossier entre nous. Les bords étaient usés comme s'il avait été manipulé de nombreuses fois. Quand il l'a ouvert, j'ai vu des photocopies de documents que je reconnaissais. Permis de Summit Ridge, rapports environnementaux, transferts financiers, et les signatures falsifiées d'Olivia sur chaque page.
Où avez-vous eu ça? Le bureau de mon père. Cole m'a regardé directement. Ses yeux étaient cernés de rouge, épuisés. Je cherchais des papiers pour le mariage. J'ai trouvé ça à la place. Le fils de Preston Whitmore, assis dans mon bureau à 19h30 un jeudi soir, me remettant des preuves contre son propre père. Pourquoi me montrez-vous ça? Parce que je sais ce que vous faites. L'enquête, le journaliste. Il a passé une main dans ses cheveux. Je sais que vous essayez de l'arrêter. Ma colonne vertébrale s'est redressée. Est-ce que votre père sait que vous êtes ici? Non. Et il ne peut pas. Les mains de Cole se sont crispées sur les accoudoirs. Madame Hartwell, il y a plus. De vieux fichiers de la mine de Silver Creek. La pièce a légèrement basculé. Quoi à propos de Silver Creek? Approbation de réduction des coûts, dérogation de sécurité, toutes signées par mon père. Il a fait une pause, a avalé difficilement. Le nom de votre mari est sur la liste des victimes. Je savais cela depuis 20 ans. Mais entendre Cole le dire, entendre la mort de David reconnue par le propre fils de Preston a fait craquer quelque chose dans ma poitrine. Pourquoi me dites-vous cela? Parce qu'Olivia est enceinte et mon père la piège pour qu'elle porte le chapeau pour des crimes qu'elle n'a pas commis. Sa voix s'est brisée. J'ai besoin de savoir comment aider, comment l'arrêter. J'ai étudié ce jeune homme. Il avait la mâchoire de Preston, sa carrure, mais ses yeux étaient différents. Effrayé mais pas froid, pas calculateur. Depuis combien de temps savez-vous pour Silver Creek? 3 ans. Il a détourné le regard. J'ai trouvé les fichiers quand j'aidais à déplacer du matériel de bureau. J'ai pris des photos. Je l'ai confronté. Qu'a-t-il dit? Que c'était une pratique commerciale standard. Que les coins doivent être coupés pour rester compétitifs. Que les hommes bons comprennent que le sacrifice fait partie du progrès. La mâchoire de Cole s'est crispée. Je voulais le croire. Dieu m'aide. Je voulais croire que mon père n'était pas un meurtrier. Mais j'ai commencé à faire attention. Commencé à voir le modèle. Chaque projet, même histoire. Couper les coûts, minimiser la sécurité, maximiser le profit. Il a sorti plus de documents. Summit Ridge est pire. Les structures de support sont évaluées pour 60% de la charge réelle. Si quelque chose ne va pas, des gens meurent. Des gens meurent. Il a croisé mon regard à nouveau. Je ne peux pas laisser ça arriver. Et je ne peux pas le laisser détruire Olivia. Quand avez-vous découvert qui elle était, que son père est mort à Silver Creek? Son visage a rougi. 2 mois après avoir commencé à sortir ensemble, j'ai fait une vérification des antécédents. Et vous ne le lui avez pas dit. Je sais. Sa voix était à peine audible. Je sais que j'aurais dû, mais je pensais. Je pensais que si je travaillais dans le conseil en environnement, si j'essayais de changer les choses de l'intérieur, je pourrais compenser ce qu'il a fait sans, vous savez, sans le confronter. J'étais un lâche. Nous sommes restés assis en silence. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus. Dehors, la circulation passait dans la rue en contrebas. Votre père a posé des questions à Olivia, ai-je dit finalement. À propos de moi? À propos de ce que je sais. Je m'en doutais. Elle a été distante ces derniers temps, stressée. Il l'a emmenée déjeuner la semaine dernière. La tête de Cole s'est relevée brusquement. Quoi? Elle ne vous l'a pas dit? Non, elle a dit qu'elle rencontrait une amie. Je l'ai vue alors. La façon dont Preston les avait isolés, gardés séparés, s'est assuré qu'aucun ne savait ce que l'autre faisait. Tactique classique d'abuseur. J'ai été en contact avec Jack Reynolds. Cole a dit, votre directeur financier, il est prêt à fournir un témoignage, des documents internes, mais nous devons nous coordonner. S'assurer que tout se rassemble au bon moment. Le mariage, il a hoché la tête. Visibilité maximale, témoin maximum. Si nous faisons cela publiquement, il ne peut pas le faire disparaître. J'ai regardé les documents qu'il avait apportés, puis mes propres dossiers. 2 enquêtes séparées sur le point de converger. Est-ce qu'Olivia sait que vous êtes ici? Non. Sa voix était calme. Je ne lui ai rien dit sur les fichiers,
sur Silver Creek, sur ce que mon père a fait. Pourquoi pas? Je pensais pouvoir la protéger en la gardant dans l'ignorance. Les mots restaient suspendus entre nous, lourds d'implications. J'ai essayé la même chose, ai-je admis, essayé de la prévenir sans lui dire toute la vérité. Je l'ai juste rendue défensive. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai sorti mon téléphone, appelé Sarah Mitchell. Sarah, j'ai besoin que tu rencontres quelqu'un. Le fils de Preston Whitmore vient de devenir notre témoin. Après avoir raccroché, j'ai regardé Cole. Vraiment regardé. Ce jeune homme qui avait porté les péchés de son père pendant 3 ans, qui avait choisi des mensonges confortables plutôt que des vérités dures parce que la vérité était trop terrible à affronter. Cela ne change pas ce qui est arrivé à David, ai-je dit. Je sais. Je ne demande pas le pardon. Je demande une chance de l'empêcher de blesser quelqu'un d'autre. Il s'est levé pour partir, a fait une pause à la porte. Mon père m'a appris que la faiblesse est un choix, que montrer de l'émotion donne aux gens du pouvoir sur vous, que les vrais hommes contrôlent ou se font contrôler. Il a regardé en arrière. Mais rester silencieux sur ce qu'il a fait, ce n'est pas de la force. C'est juste être complice. Après son départ, je me suis assise seule dans mon bureau, regardant les documents qu'il avait apportés, regardant les dossiers que je constituais depuis des mois. 2 chemins vers la même vérité. Convergent enfin. Pour la première fois en 20 ans, j'avais quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. Un allié dans la maison de l'ennemi. Ce que je ne savais pas, ce que Nicole ni moi ne savions, c'était qu'Olivia n'était pas juste une victime. Elle planifiait sa propre guerre. Une semaine avant le mariage, Olivia était assise dans le bureau du docteur Patricia Green pour ce qui serait leur dernière session avant la cérémonie. Le docteur Green était la thérapeute d'Olivia depuis 8 mois. Depuis la grossesse, depuis le début des crises d'angoisse, depuis les cauchemars de tout perdre. Comment vous sentez-vous à propos du mariage? A demandé le docteur Green. Olivia a tourné sa bague de fiançailles. Terrifiée à l'idée d'épouser Cole. Non, Cole, elle a souri légèrement. Cole est la seule bonne chose dans tout ça. Alors de quoi avez-vous peur? Olivia a sorti le dossier qu'elle portait partout depuis ce déjeuner. Les documents que Preston lui avait montrés, les signatures falsifiées, les 8,5 millions. Il m'a menacé. L'expression du docteur Green n'a pas changé. Elle pratiquait depuis 30 ans. Plus grand-chose ne la choquait. Dites-moi ce qui s'est passé. Olivia l'a fait. Tout. Le déjeuner, les documents, la menace concernant Cole, concernant le bébé, concernant la destruction de ma carrière. Il a dit qu'au mariage il va humilier ma mère et je dois rester assise là et laisser faire et vous allez accepter ça. Je n'ai pas le choix. Il y a toujours un choix, Olivia. Pas quand le choix est entre protéger ma mère et protéger mon avenir. Sa voix s'est brisée. Pas quand il a des preuves qui pourraient détruire ma carrière avant même qu'elle ne commence. Le docteur Green s'est penché en avant. Et si je vous disais que la preuve est sans valeur? Olivia a levé les yeux. Quoi? Ces signatures? Vous avez dit qu'elles sont falsifiées. Oui. Je n'ai jamais signé ces documents. Alors prouvez-le. Le docteur Green a sorti une carte de visite de son tiroir de bureau. C'est un expert en documents judiciaires, l'une des meilleures de l'État. Elle peut analyser les signatures. Prouver qu'elles ne sont pas les vôtres. Olivia a fixé la carte. Combien cela coûte-t-il? Environ $3 000. Les avez-vous? Elle a pensé à ses économies, l'argent qu'elle mettait de côté pour le bébé pour les urgences. Oui. Alors utilisez-les. Construisez votre propre dossier. Parce qu'Olivia, si vous laissez la peur vous réduire au silence maintenant, vous passerez le reste de votre vie à être silencieuse. C'est là que le plan d'Olivia a commencé à prendre forme. Elle a quitté le bureau du docteur Green et a appelé l'expert judiciaire. A pris rendez-vous pour le lendemain. Puis elle a appelé Thomas Bellet, un avocat qu'elle avait trouvé via le réseau des anciens de son université. A expliqué la situation. Les documents falsifiés, l'extorsion, les menaces. Pouvez-vous m'aider? Bellet est resté silencieux un moment. C'est sérieux, mademoiselle Hartwell. Votre futur beau-père commet de multiples crimes. Faux, fraude, extorsion.
Je sais. Pouvez-vous aider? Oui, mais vous devez comprendre quelque chose. Si nous poursuivons cela, votre mariage pourrait ne pas avoir lieu. Votre relation avec Cole pourrait ne pas survivre. Cole n'est pas son père. Non, mais il a été influencé par lui pendant 29 ans. Ce n'est pas facile à briser. Olivia a pensé à Cole, à la façon dont il écoutait quand elle parlait de son travail, à la façon dont il l'avait tenue quand elle lui avait parlé de la grossesse, à la façon dont il la regardait comme si elle était la personne la plus importante de son monde. Il comprendra. J'espère que vous avez raison. Au cours de la semaine suivante, Olivia a construit son dossier en secret. L'expert judiciaire a analysé les signatures, confirmé ce qu'Olivia savait déjà. Ce n'étaient pas les siennes. Les motifs de pression étaient faux. Les angles du stylo, les variations de traits. Un ordinateur aurait pu faire mieux. Thomas Bellet a obtenu ses documents originaux de l'université, des échantillons de signatures de ses demandes de diplôme, de sa licence d'ingénieur, de chaque document officiel qu'elle avait jamais signé. La comparaison était accablante. Preston Whitmore n'avait pas seulement falsifié sa signature. Il l'avait mal fait. Mais Olivia ne s'est pas arrêtée là. Elle est allée au lieu du déjeuner, le Petroleum Club, a demandé au maître d'hôtel si les salons privés avaient des dispositifs de sécurité. Nous apprécions la confidentialité de nos clients, madame. Bien sûr, mais les chambres ont-elles un équipement d'enregistrement pour la propre protection du client? Il a semblé mal à l'aise. Non, madame, absolument pas. Alors Olivia a acheté le sien, un petit enregistreur numérique, le genre que les journalistes utilisent. Elle l'avait caché dans son sac à main lors de ce déjeuner avec Preston. Elle avait tout enregistré. Ses menaces, son aveu sur les documents falsifiés, son plan pour détruire ma carrière, sa volonté de mentir à Cole à propos du bébé. Tout ça sur un enregistrement de 2 heures qui ne pouvait être nié. La nuit avant le mariage, Olivia était assise dans son appartement à écouter la voix de Preston sur l'enregistrement. Votre mère a passé 20 ans à peine à s'en sortir. Elle survivra à mon toast. Mais vous, si ceux-ci deviennent publics, vous ne travaillerez plus jamais comme ingénieur. Elle a pensé à moi, aux années où j'avais travaillé 3 emplois pour lui payer l'école, aux sacrifices que j'avais faits, à la force dont j'avais fait preuve. Et elle a pensé à Preston Whitmore, cet homme qui avait tué son père, qui essayait maintenant de la contrôler, de la faire taire, de la rendre complice de ses crimes. Le docteur Green avait raison. Il y avait toujours un choix. Olivia a pris son téléphone et a envoyé un SMS à Thomas Bellet. Je suis prête. Faisons-le. Mais elle ne m'a rien dit, n'a rien dit à Cole, n'a rien dit à personne. Parce que si Preston soupçonnait ce qu'elle planifiait, il détruirait les preuves, ferait disparaître les documents, ferait tout disparaître avant que quiconque puisse l'arrêter, alors elle le laisserait penser qu'il avait gagné. Le laisser croire qu'elle était effrayée, docile, sous son contrôle. Et au mariage, quand il se lèverait pour m'humilier devant 300 personnes, elle lui montrerait exactement de quoi une femme Hartwell était capable. La veille du mariage, 3 personnes ont conduit vers 3 endroits différents, chacune portant le poids de ses propres plans. J'ai conduit jusqu'à la mine de Silver Creek. 20 ans depuis l'effondrement. 20 ans que je ne m'étais pas tenu à cette clôture en regardant les équipes de secours sortir des corps des décombres. Je l'avais évité depuis. Pris des itinéraires différents. Pris des chemins plus longs. Tout pour ne pas voir l'endroit qui m'avait pris David. Mais aujourd'hui, j'avais besoin d'être ici. La route d'accès était envahie par la végétation. L'asphalte fissuré disparaissant sous l'herbe des prairies. La clôture en grillage tenait toujours, rouillée et affaissée. Le ruban de mise en garde jaune délavé jusqu'au blanc. Au-delà, l'entrée de la mine béait comme une plaie ouverte. Placardé, condamné, oublié. Je me suis garé et je suis sorti. Le vent de novembre coupait à travers l'espace vide. Amer, implacable. Aucun oiseau ne chantait ici. Aucun insecte ne bourdonnait. Juste le silence et le murmure de l'herbe morte. La plaque commémorative que quelqu'un avait installée il y a des années était à peine lisible, érodée par 2 décennies d'hiver du Wyoming. 14 noms gravés dans le bronze. David Hartwell, 4e en partant du haut. J'ai tracé son nom d'un doigt. Le métal était glacé. Je vais finir ça demain, ai-je dit au silence.
Tout ce dont nous avons parlé cette dernière nuit, rendre cet endroit plus sûr, les tenir pour responsables. Le vent était ma seule réponse. J'ai sorti le crayon de David de ma poche. Le bois semblait chaud malgré le froid, usé et lisse par 20 ans à le porter partout. La gravure était à peine visible maintenant. Construit pour durer. Elle l'a choisi, elle chuchotait. Notre fille épouse l'homme dont le père t'a tué. Je ne sais pas si je peux pardonner ça. Plus de silence. Juste moi et les fantômes. J'ai pensé à la dernière fois que j'avais vu cet endroit opérationnel. David partant pour l'équipe de nuit, boîte à lunch en main, ce crayon coincé derrière son oreille. Il m'avait embrassé pour me dire au revoir, promis que nous parlerions de ses inquiétudes avec la direction quand il rentrerait. Il n'est jamais rentré. La mine l'avait avalé avec 13 autres hommes. Père, fils, frère. Preston Whitmore avait économisé 340 000 $ sur l'acier, et 14 familles en ont payé le prix. Demain, je regarderai ma fille épouser son fils dans une salle de bal qui coûtait probablement plus que ce que David avait gagné dans toute sa vie. Je la voulais là avec moi, ai-je dit. Quand la justice viendrait enfin, je voulais que nous l'affrontions ensemble. Mais elle avait choisi le camp de Preston, choisi la richesse et le statut plutôt que la vérité et la justice. Où l'avait-elle fait? J'ai pressé mon front contre la clôture métallique froide. J'ai pensé à la façon dont elle m'avait regardé le jour où elle m'a montré sa bague. La peur dans ses yeux, la façon dont sa voix avait tremblé. Et si j'avais eu tort? Et si elle ne choisissait pas Preston? Et si elle était tout aussi piégée que je l'avais été il y a 20 ans? J'ai embrassé mes doigts, les ai pressés sur le nom de David une dernière fois. Demain, j'ai promis pour toi, pour eux tous, pour chaque personne que Preston Whitmore a détruite en construisant son héritage sur des mensonges. À l'autre bout de la ville, Cole était assis dans son appartement en passant en revue les documents une dernière fois. Victoria, sa mère, avait appelé il y a 1 heure. « Es-tu sûr pour demain ?» Sa voix avait été mince, fragile. « Oui, maman. Il ne te pardonnera jamais. »« Je sais. » Silence. Puis il m'a frappé hier. La main de Cole s'est crispée sur le téléphone. « Quoi ? » J'ai suggéré une thérapie pour la famille avant le mariage. Sa voix s'est brisée. Il a dit que j'étais faible. Que les hommes Whitmore n'ont pas besoin de thérapie. Puis il. Elle n'a pas fini. Pas besoin. Maman, quitte-le. S'il te plaît, je t'aiderai. J'ai 58 ans, Cole. Je n'ai pas d'argent à moi, pas de compétences, nulle part où aller. Elle pleurait maintenant. Il s'en est assuré. Maman, arrête-le demain, s'il te plaît, avant qu'il ne tue quelqu'un d'autre. La ligne avait coupé. Maintenant Cole était assis entouré de preuves des crimes de son père. 20 ans de coins coupés. Protocole de sécurité ignoré, vie détruite, et la voix de sa mère résonnant dans sa tête avant qu'il ne tue quelqu'un d'autre. Il pensait à Olivia, au bébé, à la vie qu'ils étaient censés construire ensemble. Comprendrait-elle pourquoi il faisait ça? Lui pardonnerait-elle d'avoir gardé le silence si longtemps? Ou le verrait-elle de la même manière qu'il se voyait lui-même, un lâche qui avait choisi le confort plutôt que le courage? Son téléphone a vibré. SMS d'Olivia. Peut pas dormir. Nerveuse pour demain. Il a répondu, moi aussi, mais ce sera parfait. Je le promets. Le mensonge avait un goût amer, mais lui dire la vérité maintenant, la veille de son mariage, serait cruel. Demain, elle saurait tout. Demain, ils affronteraient son père ensemble. Cole espérait juste que leur relation y survivrait. Dans son appartement, Olivia ne pouvait pas dormir. La robe de mariée était accrochée au dos de la porte de sa chambre. Dentelle blanche, simple, élégante. La robe que je l'avais aidée à choisir. Elle l'avait essayée une dernière fois après le dîner. S'était tenue devant le miroir, tournant lentement, essayant d'imaginer demain, marchant dans l'allée, tout le monde regardant. Preston à la table d'honneur, souriant de son sourire froid, le toast qu'il avait prévu, l'humiliation qu'il avait promise, et elle assise en silence, laissant faire, son téléphone a vibré, SMS du Dr Green. Pas trop tard pour faire marche arrière, Olivia a répondu, c'est exactement le bon moment. Elle a ouvert son ordinateur portable, passé en revue ses preuves une dernière fois,
l'analyse judiciaire prouvant que les signatures étaient falsifiées, l'enregistrement des menaces de Preston, le témoignage de Thomas Bailey confirmant le dossier juridique. Tout était là. Tout ce dont elle avait besoin pour arrêter Preston Whitmore. Elle devait juste être assez courageuse pour l'utiliser. Sa main a bougé vers son ventre, encore plat, le bébé à peine là encore, mais grandissant, se construisant, devenant. Demain je me bats pour toi, a-t-elle chuchoté. Pour ton avenir. Pour un monde où les hommes comme Preston Whitmore ne peuvent pas détruire les gens avec des mensonges. Elle a fermé l'ordinateur portable, s'est allongée dans le lit, a fixé le plafond. Demain elle deviendrait une épouse, un membre de la famille Whitmore. Mais ce soir, elle était encore Olivia Hartwell, la fille d'Emma Hartwell, l'héritage de David Hartwell. Et les Hartwell ne restaient pas silencieux face à l'injustice, même quand cela leur coûtait tout. La cérémonie a commencé à 6 heures. La lumière de l'heure dorée se déversait à travers les fenêtres du sol au plafond de la salle de bal du Gillette Grand Hotel. 300 invités remplissaient des chaises blanches disposées en rangées parfaites. Un quatuor à cordes jouait quelque chose de classique, quelque chose de cher. Je suis arrivé seul. Janet avait proposé de venir s'asseoir avec moi, d'être mon soutien. J'ai refusé. C'était quelque chose que je devais faire seul. Je suis resté assise sur le parking pendant 30 minutes avant d'entrer. J'ai regardé les invités arriver dans leur voiture chère, robes de créateur, costumes sur mesure, les associés d'affaires de Preston, des gens de la haute société qui ne s'étaient jamais souciés de choisir entre l'épicerie et les factures d'électricité. C'était le nouveau monde d'Olivia. J'ai failli ne pas entrer. Failli démarrer la voiture et partir. La laisser avoir son mariage parfait sans sa mère brisée assise au fond rayonnant de désapprobation. Mais j'avais promis à David. Il y a 20 ans, debout sur sa tombe, j'avais promis de protéger notre fille. Même si la protéger signifiait la regarder se marier dans la famille qui a tué son père. Je suis sorti de la voiture. L'hôtel était magnifique. Sol en marbre, lustre en cristal, le genre d'élégance que l'argent achète, le genre que David et moi n'aurions jamais pu nous offrir. Je portais une robe noire simple, pas de fantaisie de mère de la mariée, juste respectueuse, appropriée. La coordinatrice du mariage a essayé de me diriger vers la section famille. Je suis bien au fond, ai-je dit. Elle a semblé confuse mais n'a pas discuté. J'ai trouvé un siège au dernier rang, loin de Preston et de son sourire froid, loin de la vie qu'Olivia choisissait. La procession a commencé à 6 heures précises, demoiselles d'honneur en soie champagne, garçons d'honneur en costume anthracite. Ils marchaient par paires, souriant parfaitement. Puis Cole est apparu à l'hôtel. Je ne l'avais rencontré que 2 fois, les 2 fois brèves, cordiales. Il avait semblé gentil, authentique, rien de tel que ce que j'avais imaginé que le fils de Preston Whitmore serait. Maintenant, en le regardant attendre sa fiancée, je voyais la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains se crispaient et se desserraient à ses côtés. Il était nerveux, mais il y avait autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait lire. La musique a changé. Tout le monde s'est levé et Olivia est apparue. Elle a marché seule dans l'allée. Pas de père pour la donner. Pas de mère à ses côtés. Juste Olivia dans sa robe ivoire, boucle d'oreilles en diamant attrapant la lumière, cheveux relevés, belle, terrifiée. Nos yeux se sont croisés pendant une demi-seconde alors qu'elle passait mon rang. J'ai essayé de lire ce que je voyais là, essayé de comprendre ce qu'elle ressentait, mais son visage était un masque, soigneusement composé, cachant ce qui se passait en dessous. L'officiant a commencé. Vœux traditionnels, lecture soigneusement choisie sur l'amour et l'engagement et la construction d'une vie ensemble. Voulez-vous Cole Michael Whitmore prendre cette femme? Je le veux. Sa voix était stable. Voulez-vous Olivia Grace Hartwell prendre cet homme? Sa voix tremblait. Je le veux. Ils ont échangé des anneaux, simples alliances en or. Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Le baiser fut bref, formel, pas l'étreinte passionnée de jeunes gens follement amoureux. Quelque chose n'allait pas, mais les invités ont applaudi quand même. Preston le plus fort de tous. La marche de sortie a joué. Olivia et Cole ont remonté l'allée, mains liées mais ne se regardant pas. Derrière eux, Preston et Victoria. Il avait l'air triomphant. Elle avait l'air diminuée. Le cortège a suivi.
puis des membres de la famille que je ne connaissais pas. Les invités ont défilé vers la salle de réception, conversation bourdonnante, commentant la cérémonie, les décorations, la robe de la mariée. Je suis resté assise jusqu'à ce que la plupart soient partis. C'était ça. Le moment que je redoutais, la réception, où Preston porterait son toast, où il m'humilierait devant 300 personnes, où je riposterais enfin. Je me suis levé, j'ai lissé ma robe, touché la poche où je gardais le crayon de David. Construit pour durer, ai-je chuchoté. Puis j'ai marché vers la salle de réception, vers la confrontation pour laquelle je me préparais depuis 20 ans. L'espace de réception était magnifique. Table ronde avec de grands centres de table, rose blanche et hortensia, lustre en cristal projetant une lumière chaude sur tout, un trio de jazz s'installant dans le coin. Le bar ouvert était déjà bondé d'invités. La table d'honneur trônait sur une estrade. Olivia et Cole au centre. Le cortège les flanquant. Preston et Victoria à la droite de Cole, positionnés comme des rois, surveillant leur royaume. J'ai trouvé ma table assignée près du fond. Table 14, aussi loin de la table d'honneur que possible. Sarah Mitchell était déjà là en train de siroter un club soda. « Tu es prête pour ça ?» Elle a demandé calmement. Aussi prête que je le serai jamais. 2 tables plus loin, j'ai repéré Jack Reynolds. Il a croisé mon regard, a hoché la tête une fois. Tout le monde était en position. Tout le monde sauf Olivia. Je l'ai regardée à la table d'honneur, regardé la façon dont elle poussait la nourriture dans son assiette sans manger. La façon dont Cole continuait de se pencher près d'elle, disant quelque chose que je ne pouvais pas entendre, la façon dont elle hochait la tête mais ne le regardait pas. Elle cachait quelque chose. Mais quoi? Le service du dîner a commencé. Des serveurs en gilet noir ont livré des repas à l'assiette avec une précision militaire. Filet mignon, légumes rôtis, une sorte de truc à la pomme de terre qui avait probablement un nom français. La nourriture était probablement excellente. Je ne pouvais rien goûter. Mon attention était sur Preston, le regardant surveiller la salle avec satisfaction, saluant occasionnellement les invités qui s'approchaient pour présenter leur respect. Il appréciait ça, le pouvoir, le contrôle, la connaissance que dans quelques minutes il me détruirait devant tous ceux que j'avais jamais connus. Il n'avait aucune idée de ce qui arrivait. Les serveurs ont débarrassé le plat principal. La salle s'est tue, comme le font les gens quand ils sentent que quelque chose de formel est sur le point d'arriver. Preston s'est levé. Il a ajusté sa veste, a pris son verre de champagne, a surveillé la salle avec ce sourire froid. Chaque œil s'est tourné vers lui. Le trio de jazz s'est tu. C'était ça. 20 ans d'attente. 20 ans de construction de mon dossier. 20 ans à porter le crayon de David et les crimes de Preston. Tout se jouait dans les 10 prochaines minutes. J'ai glissé ma main dans ma poche, senti le métal frais du crayon de David. Puis j'ai sorti mon téléphone, envoyé un seul SMS à Sarah. Maintenant, Preston a levé son verre plus haut. Mesdames et messieurs, a-t-il commencé, sa voix portant à travers l'espace. Merci à tous d'être ici aujourd'hui pour célébrer le mariage de mon fils. La salle a applaudi poliment. Preston a souri. Je veux parler de la famille, de ce que signifie fournir une stabilité, donner à un enfant la fondation qu'il mérite. Ses yeux ont trouvé les miens à travers la salle. Et j'ai su à ce moment-là, j'ai su que tout était sur le point de changer pour nous tous. La voix de Preston Whitmore a traversé la salle de réception comme une lame à travers la soie. Mesdames et messieurs, il a fait une pause, laissant la salle s'installer dans un silence complet. Merci à tous d'être ici aujourd'hui pour célébrer le mariage de mon fils avec cette jeune femme remarquable. Des applaudissements polis ont ondulé à travers la foule. 300 invités regardant, attendant. Preston a pris une gorgée de champagne, l'a savouré. A laissé l'anticipation monter. J'étais assise parfaitement immobile à la table 14, ma main enroulée autour du crayon de David dans ma poche, mon téléphone face contre la table. Sarah Mitchell à côté de moi, son propre téléphone prêt. 2 tables plus loin, Jack Reynolds avait son ordinateur portable ouvert, censé réviser des emails de travail, attendant en fait mon signal. Tout était en place. Preston a continué. Je veux parler de la famille, de ce que signifie être un père, de la responsabilité que nous avons de pourvoir aux besoins de nos enfants. Ses yeux ont balayé la salle, se sont posés sur moi juste un moment,
ce sourire froid ne vacillant jamais. À propos des fondations, ma poitrine s'est serrée, mais j'ai gardé mon visage neutre, calme. Il y a 20 ans, a dit Preston, sa voix prenant un ton sombre. La tragédie a frappé notre communauté. Un terrible accident à la mine de Silver Creek. De bons hommes ont perdu la vie ce jour-là. Des hommes qui étaient pères, maris, soutiens de famille. La salle était devenue complètement silencieuse maintenant. Même les serveurs avaient arrêté de bouger. Parmi ces hommes se trouvait David Hartwell. Preston a fait un geste vague dans ma direction. Le père d'Olivia, un homme qui a laissé derrière lui une jeune femme et une fille en bas âge. J'ai senti chaque œil dans la salle se tourner vers moi. Le poids de leur attention, leur pitié. Emma Hartwell, la mère d'Olivia, s'est retrouvée seule à 22 ans avec un bébé de 3 mois et aucun système de soutien. Preston a secoué la tête lentement. Je ne peux pas imaginer à quel point cela a dû être difficile. Sa voix dégoulinait de fausses sympathies, de fausses inquiétudes. Emma a travaillé dur. Je lui accorderai cela. Il a levé son verre légèrement. Plusieurs emplois, de longues heures. Elle a fait de son mieux pour subvenir aux besoins d'Olivia. Une pause, calculée, délibérée. Mais soyons honnêtes, le ton de Preston a changé, est devenu plus dur. Élever un enfant demande plus que de la détermination, plus que de travailler 3 emplois et de vivoter. Cela nécessite des ressources, de la sécurité, de la stabilité. Mes mains se sont crispées sous la table. Sarah a touché mon bras, un rappel silencieux. Attends, laisse-le se pendre lui-même. Cela nécessite le genre de fondation financière qui vient de la fortune familiale, de générations de gestion prudente, de la compréhension de comment construire quelque chose qui dure. Le sourire de Preston s'est élargi. Ce sont des choses que, sans que ce soit de sa faute, Emma ne pouvait tout simplement pas fournir. Quelqu'un à une table voisine a bougé mal à l'aise. Une femme a chuchoté quelque chose à son mari, mais Preston n'avait pas fini. J'ai observé Olivia au cours de ces derniers mois, apprenant à la connaître, apprenant son histoire. Il a regardé Olivia, qui était assise figée à la table d'honneur, le visage pâle, ses mains agrippant le bord de la table jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. Et j'ai été frappé par tout ce qu'elle a dû surmonter. Cole a cherché la main d'Olivia sous la table. J'ai vu sa mâchoire se crisper, vu le muscle travailler là, mais il n'a rien dit. Grandir sans père est assez difficile, mais grandir dans la pauvreté, choisir entre l'épicerie et les services publics, porter des vêtements d'occasion, se demander s'il y en aurait assez, cela laisse des cicatrices. La voix de Preston était douce, sympathique, empoisonnée. Des cicatrices qu'aucune quantité de travail acharné ne peut totalement guérir. Ma vision s'est brouillée sur les bords. La rage montant comme la pression derrière un barrage. Pas encore. Pas encore. Je suis sûr qu'Emma a fait de son mieux avec ce qu'elle avait. Mais le meilleur effort n'est pas toujours suffisant, n'est-ce pas? Parfois, un enfant a besoin de plus qu'une mère s'épuisant au travail. Parfois, ils ont besoin de ce qu'ils méritent vraiment. Il s'est tourné pour faire face directement à Olivia. Aujourd'hui, je suis reconnaissant, vraiment reconnaissant qu'Olivia ait enfin ce qui lui a été refusé pendant si longtemps. Une vraie famille, le nom Whitmore, la sécurité et la stabilité qui vont avec, les opportunités auxquelles quelqu'un dans sa situation n'aurait jamais pu accéder autrement. Les mots ont atterri comme des pierres jetées dans une eau calme, des ondulations de rire mal à l'aise, des gloussements nerveux, des gens essayant de comprendre si Preston était inspirant ou cruel. Je savais exactement ce qu'il était. Ces vêtements de créateur coûtent probablement plus que mon loyer mensuel. J'ai entendu quelqu'un chuchoter à la table suivante. Une femme me regardant avec quelque chose entre la pitié et le jugement. Preston a levé son verre plus haut. Alors levons nos verres à Olivia, à l'avenir qu'elle construira avec mon fils, pour laisser derrière les limites du passé et embrasser les possibilités qui viennent avec le fait d'être un Whitmore. Plus de rire maintenant plus facile. Le genre de rire que les gens utilisent pour combler les espaces gênants pour se convaincre qu'ils ne sont pas complices de la cruauté. Au nouveau départ, aux familles qui peuvent vraiment se soutenir mutuellement, à la sécurité qu'Olivia a enfin trouvée après des années d'incertitude. Il m'a regardé directement, s'est assuré que je le voyais me voir. Emma a fait de son mieux, mais parfois le mieux n'est tout simplement pas suffisant. Heureusement, ce chapitre est terminé. Aujourd'hui en commence un meilleur.
La salle a éclaté en applaudissements. Mal à l'aise, mais fort. Les invités se sont levés, ont levé leur verre, bu au toast de Preston. À mon humiliation, je suis resté assise parfaitement immobile, regardant 300 personnes, des gens parmi lesquels j'avais vécu pendant 20 ans, des gens qui avaient envoyé des plats cuisinés après la mort de David, des gens qui avaient vu Olivia grandir. Applaudir un homme qui venait de leur dire que j'avais échoué en tant que mère, que je n'étais pas assez, que ma fille avait eu besoin d'être sauvée de moi. À la table d'honneur, Olivia pleurait. Des larmes silencieuses coulant sur son visage, traçant des sillons à travers son maquillage. Elle ne regardait pas Preston, ne regardait pas Cole. Elle me regardait. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait lire. Pas d'accord, pas de triomphe, quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait presque à des excuses. Preston s'est assis, satisfait, suffisant, attrapant son verre de vin. Les applaudissements ont commencé à s'estomper. La conversation a commencé à reprendre, et je me suis levé. Le raclement de ma chaise contre le plancher de bois franc était plus doux que mon rythme cardiaque, mais d'une manière ou d'une autre, il a coupé à travers le bavardage restant comme un coup de feu. Les conversations sont mortes au milieu d'une phrase. Les têtes se sont tournées. 300 paires d'yeux fixés sur moi. Le sourire de Preston a vacillé juste une seconde, mais je l'ai vu. Je n'ai pas élevé la voix. Pas besoin. Monsieur Whitmore. Ma voix a porté à travers le silence. Stable, calme, mortel. C'était magnifique. Vraiment émouvant. J'ai marché vers le centre de la salle, où tout le monde pouvait me voir, où la lumière des lustres tombait directement. Mais avant que nous ne buvions à l'avenir, je pense que tout le monde devrait comprendre le passé, le vrai passé, pas la version aseptisée que vous venez de raconter. Le visage de Preston s'était figé. Madame Hartwell, je ne pense pas que... Vous avez parlé de fondation. J'ai continué à marcher, gardant mes yeux verrouillés sur les siens. De ce qu'il faut pour construire quelque chose qui dure. Vous avez raison sur une chose, je connais les fondations. J'ai passé 20 ans en tant qu'ingénieur civil à construire des structures qui ne s'effondreront pas, qui ne tueront pas les gens qui leur font confiance. Je me suis arrêté au centre de la salle, j'ai sorti mon téléphone. Contrairement à la mine de Silver Creek, la salle est devenue parfaitement immobile. Vous avez mentionné l'accident qui a tué mon mari, l'avez appelé une tragédie, un événement malheureux. J'ai regardé autour de moi les invités, leurs visages confus, leur malaise croissant. Mais ce n'était pas un accident, n'est-ce pas, Preston? Ses articulations ont blanchi sur son verre de vin. Je ne sais pas ce que vous insinuez. Je n'insinue rien. J'ai fait un signe de tête à Sarah. J'énonce des faits. Sarah s'est levée, a sorti une télécommande, a appuyé sur un bouton. Les écrans de projection se sont allumés derrière Preston. Sa tête a pivoté. La première image est apparue. Un document agrandi assez grand pour que tout le monde puisse le lire. Mesure de réduction des coûts de la mine de Silver Creek. Expansion du puits C. Des halètements ont ondulé à travers la foule. Spécification des poutres de support, ai-je dit, ma voix portant dans chaque coin de cette salle silencieuse. Spécifié à l'origine de l'acier de nuance 60, requis par la réglementation de l'État pour un puits de cette profondeur et de cette charge. J'ai fait une pause, les ai laissés lire. Spécification révisée acier de nuance 40, approuvé par P. Whitmore, VP des opérations. Date d'approbation, 14 novembre 2004. 2 mois avant l'effondrement, les chuchotements ont commencé. Bas, confus, choqués. Économie de coûts estimés, 340 000 $. L'image a changé. Un autre document. Bilan final des morts 14 hommes. Cette image montrait une liste de noms. David Hartwell, 4e en partant du haut. Mon mari a fait confiance à ses poutres. A fait confiance que la compagnie suivrait les réglementations, prioriserait la sécurité sur le profit. Ma voix a craqué légèrement, mais je ne me suis pas arrêté. Il a fait confiance à tort. Preston s'est levé. Son visage était passé de pâle à rouge. C'est de la calomnie, des preuves fabriquées. Je vais poursuivre. Avec quoi? La voix de Sarah a retenti. Elle était debout maintenant, tenant son propre téléphone.
Les 7 millions d'actifs que le FBI a gelés ce matin. La salle a explosé dans le chaos. Voix se chevauchant, chaises raclant, gens se levant, sortant des téléphones, prenant des photos des écrans. Le FBI, a crié quelqu'un. Quels actifs? Est-ce réel? Preston a attrapé le podium. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Cette femme est clairement instable. Elle a été incapable de surmonter son deuil. Surmonter mon deuil. Je me suis approché, assez près pour voir la panique dans ses yeux. Vous avez tué mon mari pour économiser 340 000 $. Vous avez signé pour des matériaux de qualité inférieure. Vous avez ignoré les protocoles de sécurité. Et quand ces poutres ont échoué, quand le puits s'est effondré, vous avez appelé ça un acte de Dieu. Les écrans ont changé à nouveau. Email interne de Whitmore Energy décembre 2004. De p.whitmore@resource.com à opération.team@whitmoreresource.com. Objet puissé de Silver Creek. L'acier de nuance 40 tiendra au moins 6 mois. C'est tout ce dont nous avons besoin pour terminer l'expansion et extraire le rendement maximum. Si des inspecteurs viennent, retardez-les. Procédure standard. La salle a éclaté à nouveau, plus fort cette fois. Vous saviez. Un homme s'est levé. Je l'ai reconnu. Thomas Parker. Son frère était mort à Silver Creek. Vous saviez que ces poutres ne tiendraient pas. Le visage de Preston s'est tordu. C'est truqué, fabriqué, mes avocats. Vos avocats sont actuellement en train d'être arrêtés. Jack Reynolds a dit en se levant à sa table avec 3 autres cadres qui vous ont aidé à couvrir cela. Tous les yeux se sont tournés vers Jack. Le propre directeur financier de Preston. Jack. La voix de Preston était dangereuse. Qu'est-ce que tu fais? Mon travail. Enfin. La voix de Jack était stable. Je tiens des registres depuis 3 ans. Chaque rapport falsifié, chaque inspecteur soudoyé, chaque coin que vous avez coupé. Il a regardé autour de la salle. Silver Creek n'était pas un incident isolé. C'est un modèle. Les écrans ont changé à nouveau. Expansion de charbon de Summit Ridge, projet actuel, plus de documents, plus de spécifications, plus de coins coupés. Ce projet se déroule en ce moment même, ai-je dit, à 25 km d'ici, et le même homme qui a tué 14 mineurs il y a 20 ans coupe les mêmes coins, utilisant les mêmes matériaux de qualité inférieure, risquant plus de vies. Une photographie est apparue. Site de construction de Summit Ridge. Poutre de support clairement visible. Acier de nuance 40, ai-je dit. Quand les réglementations exigent la nuance 60, ça vous rappelle quelque chose? Mais l'image suivante a rendu la salle entière silencieuse. Relevé de virement bancaire 8,5 millions de $. Whitmore Holdings vers Olivia Hartwell. Frais de consultation. Mon estomac a chuté. Non, pas encore. Ce n'était pas comme ça que c'était censé se passer. Les chuchotements ont explosé en cris. Elle est dans le coup. La mariée. 8 millions. J'ai regardé la table d'honneur. Olivia s'était levée. Son visage était blanc, les larmes coulant plus vite maintenant. Cole fixait l'écran. Puis son père, puis Olivia. C'est la signature d'Olivia, a dit quelqu'un fort. Juste là. Elle a approuvé ses rapports. Non, ai-je crié. Mais ma voix s'est perdue dans le chaos. C'était faux. Ce n'était pas le plan. Nous n'étions pas censés exposer les signatures falsifiées d'Olivia encore. Pas sans preuve qu'elles étaient falsifiées. Preston avait récupéré, souriait à nouveau, froid, triomphant. Mesdames et messieurs, a-t-il dit fort, il semble que ma nouvelle belle-fille ait été tout aussi intéressée par les économies de bout de chandelle que sa mère prétend que je le suis. Peut-être que c'est de famille. La foule est devenue laide, en colère, dirigée vers Olivia maintenant au lieu de Preston. Elle a pris 8 millions et l'a blâmé. Quel coup monté! J'ai poussé à travers les gens essayant d'atteindre Olivia, essayant d'arrêter ça, mais elle a levé la main. Attendez. Sa voix était calme. Mais quelque chose dedans a fait s'arrêter les gens, les a fait écouter. Attendez juste. Elle a sorti son propre téléphone, l'a connecté au système de projection.
Vous voulez parler de mes signatures? Sa voix était plus forte maintenant. Parlons-en. Les écrans de projection ont clignoté. Changé. Un nouveau document est apparu. Rapport d'analyse de documents judiciaires officiels préparé par le Dr Rebecca Zimmerman, experte en documents certifiés. La voix d'Olivia a porté à travers la salle silencieuse, pas forte, mais claire, stable. Il y a une semaine, j'ai apporté ces documents à un expert judiciaire, l'une des meilleures de l'État. Elle a regardé Preston. Parce que je ne les ai jamais signés. Le rapport a rempli l'écran. Détails techniques, images de comparaison, points d'analyse. Les signatures sur ces contrats de consultation, pas les miennes. Les mains d'Olivia tremblaient, mais sa voix ne vacillait pas. Les motifs de pression sont faux. Les angles du stylo, les variations de traits, même le vieillissement du papier ne correspond pas aux dates indiquées. Elle a appuyé sur un autre bouton. Des comparaisons côte à côte sont apparues. Ces vraies signatures provenant de documents universitaires, les fausses provenant des fichiers Whitmore. Les différences étaient évidentes une fois qu'on savait regarder. Quelqu'un a falsifié mon nom, l'a mis sur des documents que je n'ai jamais vus, l'a attaché à des violations environnementales que je n'ai jamais commises, a créé une piste qui mènerait les enquêteurs directement à moi si quelque chose tournait mal. Elle s'est tournée pour faire face à Preston indirectement. Vous m'avez construite comme votre police d'assurance, votre bouc émissaire, le coupable parfait si Summit Ridge s'effondrait de la même manière que Silver Creek. La salle était devenue mortellement calme. C'est absurde, a dit Preston, mais sa voix manquait de conviction. Pourquoi ferais-je ça? Parce que c'est ce que vous faites. La voix d'Olivia était froide maintenant. Vous détruisez les gens pour vous protéger. Vous l'avez fait à mon père. Vous avez essayé de le faire à ma mère. Et vous prévoyez de me le faire. Elle a appuyé sur un autre bouton. Une vidéo est apparue sur les écrans. Image de caméra de sécurité d'un parking. Datée d'il y a une semaine. Preston entrant dans un immeuble de bureaux portant un dossier. C'est vous entrant dans les bureaux de Miller & Associates, un spécialiste de la falsification de documents qui est sur la liste de surveillance du FBI depuis 18 mois. Les images ont continué, Preston partant 2 heures plus tard. Pas de dossier. Vous leur avez payé $60 000 pour créer ces documents, pour falsifier mes signatures, pour construire votre police d'assurance. La voix d'Olivia s'est brisée légèrement. Et ensuite vous m'avez invité à déjeuner. Elle a appuyé sur lecture à nouveau. Audio cette fois, clair comme du cristal. La voix de Preston a rempli la salle. Si l'enquête de votre mère mène quelque part, si les régulateurs viennent appeler, votre nom est sur tout. Halètement, cris, chaos éclatant à nouveau. Est-ce qu'elle l'a enregistré? Oh mon Dieu. L'enregistrement a continué. Preston, violations environnementales à Summit Ridge. Rapport d'inspection falsifié. 8,5 millions de frais de consultation frauduleux. Tout est lié à vous. La voix d'Olivia tremblante. Je n'ai pas signé ça, Preston. Prouvez-le. La salle était dans un chaos complet maintenant. Les gens debout, criant, certains essayant de partir, certains poussant plus près pour voir. Preston avait l'air d'avoir été frappé. Toute couleur drainait de son visage. Vous avez enregistré notre conversation privée. Sa voix était dangereuse. C'est illégal, en fait. Thomas Bailey s'est levé de son siège près du fond. Le Wyoming est un État à consentement unique. L'enregistrement est parfaitement légal et admissible au tribunal. Il a levé sa carte de visite. Thomas Bailey, avocat. Je représente Mademoiselle Hartwell, Madame Whitmore maintenant, depuis la semaine dernière. État j'aime Whitmore, vous devez savoir que cet enregistrement ne s'arrête pas là. Olivia a appuyé sur lecture à nouveau. La voix de Preston. À la réception, je vais porter un toast. Je vais dire certaines choses sur votre mère que vous n'aimerez pas. Vous allez rester assise là. Restez silencieuse. Sourire. La salle s'est tue. Tout le monde fixant Preston maintenant. Preston, si vous refusez, je dirai à Cole que le bébé n'est pas le sien. Je fabriquerai des preuves. Reçu d'hôtel. SMS.
Les tests ADN peuvent être ajustés avec le bon laboratoire. Cole s'est levé de la table d'honneur. Sa chaise a claqué en arrière. Quoi? Sa voix a craqué. Qu'est-ce que tu viens de dire, Preston? Cole me croira. Il me croit toujours. Cole bougeait maintenant autour de la table vers son père, son visage tordu par la rage et la douleur et la trahison. Tu allais mentir à propos de mon enfant. Tu allais détruire mon mariage. Me faire croire. Il n'a pas pu finir. Pouvait à peine parler. Victoria s'est levée. La femme de Preston, la mère de Cole. Il dit la vérité. Sa voix était calme, mais dans le silence soudain, tout le monde a entendu parler des mensonges, du fait de vous faire croire des choses qui n'étaient pas vraies. Elle a baissé son col, révélé un bleu sur son cou, violet, récent. Il a fait ça hier parce que j'ai suggéré une thérapie familiale. La salle a éclaté en un pandémonium complet, mais l'enregistrement n'était pas fini. La voix de Preston froide et claire. Votre mère a passé 20 ans à peine à s'en sortir. Elle survivra à mon toast. Mais vous, si ces documents deviennent publics, vous ne travaillerez plus jamais comme ingénieur. Vous aurez de la chance si vous n'allez pas en prison. Puis sa menace finale. Parfois des hommes meurent, Olivia. C'est juste le coût des affaires. Votre père l'a compris. Peut-être que vous le ferez aussi. Le silence qui a suivi était absolu. 300 personnes fixant Preston Whitmore. Cet homme qui venait d'être exposé admettant le faux, l'extorsion, le complot et l'indifférence cruelle aux morts qu'il avait causées. Vous avez assassiné mon père. La voix d'Olivia était à peine un murmure, mais tout le monde a entendu. Vous saviez que ces poutres ne tiendraient pas. Vous saviez que des hommes mourraient et vous l'avez fait quand même. Preston s'est jeté sur elle. Cole l'a intercepté, a attrapé le bras de son père, l'a tordu. Ne fais pas ça. La voix de Cole était mortelle. N'ose pas la toucher. La sécurité intervenait maintenant. Le personnel de l'hôtel, des invités essayant d'aider. Mais Preston n'avait pas fini. Elle ment, a-t-il crié. Tous. C'est un complot. Emma les a montés contre moi. Elle planifie ça depuis des années, retournant mon propre fils contre moi, fabriquant des preuves. La ferme. La voix de Cole a coupé à travers la diatribe de Preston. Juste la ferme. Il a reculé, a regardé son père. Vraiment regardé. Tu as cassé le bras de maman quand j'avais 12 ans. Tu m'as dit qu'elle était tombée dans les escaliers. La voix de Cole tremblait. Tu m'as enfermé dans le sous-sol toute la nuit quand j'avais 14 ans pour avoir remis en question l'une de tes affaires. Tu as dit que j'avais besoin d'apprendre le respect. La salle s'était tue à nouveau. Tout le monde regardant cette confrontation entre père et fils. Tu as passé toute ma vie à m'enseigner que l'amour signifie l'obéissance. Que se soucier de quelqu'un signifie le laisser te contrôler. Que la faiblesse est de poser des questions ou de montrer de l'émotion ou d'oser être en désaccord. La voix de Cole s'est brisée. Je t'ai cru. Dieu m'aide. J'ai cru tout ce que tu m'as dit. Je pensais que c'était ce qu'un père était censé être. Fort, inflexible, ayant toujours raison. Il a regardé Olivia, son visage strié de larmes, la force qu'il avait fallu pour tenir tête à Preston, puis a regardé son père. Mais tu avais tort sur tout, sur ce qui rend un homme fort, sur ce que signifie la famille. Sur maman, sur moi. Cole s'est redressé, a regardé la foule, les caméras enregistrant maintenant ouvertement, les 300 témoins. Je m'appelle Cole Michael Whitmore et je vais témoigner contre mon père. Je vais tout dire au FBI, chaque crime, chaque menace, chaque personne qui l'a blessé. Il s'est retourné vers Preston. Pour Olivia, pour Emma, pour chaque personne dont tu as détruit la vie en construisant ton empire sur des mensonges et des corps. Le visage de Preston s'est tordu de rage. Espèce d'ingrat. Je suis reconnaissant, a interrompu Cole. Reconnaissant d'avoir compris qui tu es vraiment avant de devenir toi. Les portes principales se sont ouvertes violemment. Agents fédéraux, 6 d'entre eux, menés par une femme aux cheveux argentés et un badge qui attrapait la lumière du lustre. FBI. Personne ne bouge. La salle s'est figée. 300 invités suspendus sur place.
Certains avec des téléphones enregistrant encore. Certains avec des verres de champagne à mi-chemin de leurs lèvres. Certains à moitié levés de leur siège. L'agent Rebecca Ford s'est avancée. Sa voix portait une autorité que même le chaos ne pouvait diminuer. Preston Whitmore, vous êtes en état d'arrestation. 2 agents se sont dirigés vers lui. Preston a reculé, main levée. C'est ridicule. Je n'ai rien fait. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, faux, extorsion, homicide involontaire d'entreprise, corruption de fonctionnaires, obstruction à la justice et violence domestique. L'agent Ford a sorti des menottes. Vous avez le droit de garder le silence. Je connais mes droits. Je veux mon avocat. Votre avocat a été arrêté il y a 40 minutes. L'agent Ford a fait un signe de tête à son équipe, ainsi que votre directeur des opérations, votre responsable de la conformité à la sécurité et 3 inspecteurs du comté qui étaient sur votre liste de paix. Les agents ont attrapé les bras de Preston, les ont tirés derrière son dos. Le claquement des menottes a résonné dans la salle de bal. Les yeux de Preston ont trouvé les miens à travers la salle. Pas de sourire froid maintenant, juste une haine nue. Ce n'est pas fini, a-t-il sifflé. Je me battrai. Je vous détruirai tous. Vous n'avez aucune idée du pouvoir que j'ai, des connexions. Nous savons exactement quel pouvoir vous avez. La voix de l'agent Ford était plate. Nous enquêtons sur Whitmore Energy depuis 2 ans. Le grand jury a émis des actes d'accusation ce matin. Nous avons 37 témoins, 400 pages de preuves documentaires et assez de témoignages pour vous mettre à l'ombre pour le reste de votre vie. Elle a fait signe à son équipe. Emmenez-le. Ils ont commencé à déplacer Preston vers les portes. La foule s'est écartée comme l'eau. Des appareils photo clignotant partout. Des invités enregistrant sur des téléphones. Ce serait sur toutes les chaînes d'information du Wyoming ce soir. Probablement aux Nouvelles Nationales demain. Preston s'est battu contre les agents. Pas physiquement, mais verbalement. Emma Hartwell est derrière tout ça. Elle planifie ça depuis 20 ans. Elle est obsédée, instable. Arrêtez de parler. La voix de l'agent Ford était tranchante. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous. Mais Preston ne pouvait pas s'arrêter. 20 ans de pouvoir incontrôlé, à s'en tirer avec tout. Il ne pouvait pas comprendre que c'était vraiment fini. Elle a retourné mon fils contre moi. Fabriquer des preuves. C'est un coup monté. Elle a nourri les enquêteurs de mensonges. Les preuves venaient de vos propres fichiers. Jack Reynolds s'est avancé. Je documente tout depuis 3 ans. Chaque fonctionnaire soudoyé, chaque rapport falsifié, chaque coin que vous avez ordonné de couper. Le visage de Preston est devenu violet. Tu es viré. Tu ne peux pas me virer. J'ai démissionné il y a 3 mois. Je travaille avec le FBI depuis. Les agents ont tiré Preston à travers les portes. Sa voix a résonné dans la salle de bal. Ce n'est pas fini. Je me battrai. Les portes se sont fermées. Silence. 300 personnes se tenaient dans une réception de mariage transformée en scène de crime, se regardant les uns les autres, regardant l'écran montrant encore des preuves des crimes de Preston. Regardant la table d'honneur où une mariée en blanc se tenait à côté de son nouveau mari. Puis quelqu'un a commencé à applaudir. Thomas Parker, l'homme dont le frère était mort à Silver Creek. Les applaudissements se sont répandus lentement au début, puis plus fort, plus fort. Pas pour le mariage, pas pour la célébration, pour la justice. Enfin, après 20 ans, je me tenais au centre de la salle. Les gens venaient vers moi maintenant, touchant mon bras, me serrant dans leurs bras, disant des choses que je ne pouvais pas tout à fait entendre par-dessus le bourdonnement dans mes oreilles. Janet était là soudainement, bras autour de moi, pleurant sur mon épaule. « Tu l'as fait » a-t-elle sangloté. « Emma, tu l'as fait. » Sarah Mitchell est apparue. C'était incroyable. J'ai tout eu, chaque seconde. Ça va être la plus grande histoire de l'histoire du Wyoming. Jack Reynolds m'a serré la main. Merci de m'avoir donné le courage de me manifester. J'aurais dû le faire il y a des années. Mais je ne les regardais pas. Je regardais la table d'honneur, Olivia, toujours debout là dans sa robe de mariée, le mascara coulant sur son visage,
ayant l'air perdue et brisée et courageuse tout à la fois. Nos yeux se sont croisés à travers le chaos, et je l'ai vu clairement maintenant. Ce que j'avais mal lu plus tôt, pas des excuses, de la résolution. Elle avait planifié ça, aussi. Sa propre enquête, ses propres preuves, sa propre façon de riposter, juste comme je lui avais appris. Vérifie ton travail. Construis ton dossier. Assure-toi que la fondation est solide avant de lui confier ton poids. Elle avait fait exactement ce que j'aurais fait, et j'avais failli tout détruire en ne lui faisant pas confiance. 1 heure plus tard, la plupart des invités étaient partis. Des camionnettes de presse bordaient la rue à l'extérieur, des journalistes criant des questions à quiconque émergeait. Le FBI s'était installé dans la salle de conférence de l'hôtel, prenant des déclarations. J'avais donné la mienne. Sarah, Jacques, Thomas, Bellé aussi. Maintenant je me tenais devant la suite privée où Olivia et Cole s'étaient retirés. Ma main levée pour frapper, figée là. Qu'est-ce que je lui disais? Je suis désolé de ne pas t'avoir fait confiance. Je suis désolé d'avoir essayé de te protéger en te gardant dans l'ignorance. Je suis désolé d'avoir pensé que tu avais choisi Preston plutôt que moi. La porte s'est ouverte avant que je puisse frapper. Cole se tenait là. Il avait enlevé sa veste, desserré sa cravate. Ses yeux étaient cernés de rouge. Madame Hartwell. Sa voix était rauque. Elle a demandé à vous voir. Il s'est écarté. M'a laissé entrer. La suite était magnifique. Suite nuptiale. Fenêtre du sol au plafond donnant sur la ville. Lit king size avec des pétales de rose. Champagne sur glace. Tout cela moqueur. C'était censé être leur nuit de noces. Le début de leur mariage. Au lieu de cela, c'était la nuit où ils avaient détruit le père de Cole, exposé des décennies de crimes, déchiré la seule famille que Cole ait jamais connue. Olivia était assise sur le bord du lit, toujours dans sa robe de mariée, fixant ses mains. Olivia, ai-je dit doucement. Elle a levé les yeux, les larmes recommençant à couler. Maman, j'ai avancé vers elle lentement, pas sûr si elle voulait que je sois proche ou si elle était sur le point de me repousser. Je suis tellement désolé. Les mots ont dégringolé. J'aurais dû tout te dire. J'aurais dû te faire confiance avec la vérité au lieu d'essayer de t'en protéger. Je suis désolé aussi. Sa voix s'est brisée. J'aurais dû venir te voir quand Preston m'a menacé. J'aurais dû savoir que tu aurais un plan. Que nous aurions pu travailler ensemble. Je me suis assise à côté d'elle sur le lit. Assez près pour toucher, mais ne touchant pas encore. Quand as-tu compris pour Preston? Les signatures falsifiées. Elle a essuyé ses yeux. Il y a 2 semaines à ce déjeuner, il m'a montré les documents et j'ai su immédiatement que je ne les avais pas signés. L'écriture était fausse. Tu es allé voir un expert judiciaire et un avocat et j'ai acheté un appareil d'enregistrement. Elle a ri, un son brisé. Je pensais que si je pouvais juste l'avoir sur bande, admettant ce qu'il avait fait, je pourrais te protéger, me protéger, protéger notre avenir. Tu as enregistré tout ce déjeuner, chaque mot. J'avais si peur qu'il trouve l'enregistreur, qu'il réalise ce que je faisais. Elle m'a regardé. Mais je continuais de penser à toi, à comment tu t'es battu pendant 20 ans, comment tu n'as jamais abandonné même quand tout le monde te disait de tourner la page. Ma poitrine s'est serrée. J'ai abandonné à ton sujet, ai-je dit. L'aveu faisait mal. Quand tu as défendu Preston au dîner, quand tu ne voulais pas écouter mes avertissements, j'ai cru que tu avais choisi son camp. J'essayais de te protéger. La voix d'Olivia s'est élevée. Il a dit que si je ne coopérais pas, il détruirait ta carrière, s'assurerait que tu ne travailles plus jamais, et il dirait à Cole que le bébé n'était pas le sien. Cole, debout près de la fenêtre, a tressailli. Il allait mentir à propos de mon enfant. La voix de Cole était creuse. Me faire croire qu'Olivia m'avait trompé. Détruire notre mariage avant même qu'il ne commence. Je suis tellement désolé. Olivia l'a regardé. J'aurais dû te le dire. J'aurais dû. Tu me protégeais aussi. Cole a traversé vers elle, s'est agenouillé devant elle, a pris ses mains. De la vérité sur mon père, sur quel genre d'homme il est vraiment. Tu savais, ai-je dit, pour Silver Creek. Le visage de Cole s'est tordu. Depuis 3 ans, j'ai trouvé les fichiers par accident.
Je l'ai confronté. Il m'a regardé. Il m'a dit que c'était une pratique commerciale standard, que le sacrifice faisait partie du progrès, que les hommes bons comprenaient que les coûts devaient être gérés. Et tu l'as cru. Je le voulais. La voix de Cole s'est brisée. C'est mon père. Je voulais croire qu'il n'était pas un meurtrier. Qu'il y avait une explication qui avait du sens. Mais il n'y en avait pas. Non, il n'y en avait pas. Il s'est levé, a fait les 100 pas vers la fenêtre. Quand j'ai rencontré Olivia, je ne savais pas qui elle était, mais 2 mois après, j'ai fait une vérification des antécédents. Pratique standard avant de présenter quelqu'un à ma famille. Il s'est retourné. J'ai vu le nom de son père. David Hartwell. Mort à la mine de Silver Creek. Et j'ai su que mon père avait tué le sien. Et je ne le lui ai pas dit. Pourquoi pas? Ai-je demandé. Parce que j'étais un lâche. Sa voix était plate. Parce que je pensais que si je travaillais dans le conseil en environnement, si j'essayais de faire des changements de l'intérieur de l'industrie, je pourrais d'une manière ou d'une autre équilibrer la balance. Compenser ce qu'il avait fait sans avoir à détruire ma relation avec lui. On ne peut pas compenser un meurtre en faisant de bonnes œuvres. J'ai dit, je sais ça maintenant. Il a regardé Olivia. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te le dire au moment où j'ai découvert. J'aurais dû te donner le choix d'être avec moi en sachant ce que mon père a fait. Olivia s'est levée, a traversé vers lui, a pris son visage dans ses mains. Cole, tu n'es pas ton père. J'ai gardé ses secrets. Cela me rend complice. Tu es venu voir Emma. Tu as apporté des preuves. Tu as témoigné contre lui devant 300 personnes. Elle l'a embrassé doucement. Tu as brisé le cycle. Je les ai regardés. Ces 2 jeunes gens qui avaient tous 2 essayé de se protéger l'un l'autre en gardant des secrets. Qui avaient tous 2 appris la même dure leçon que j'avais apprise il y a 20 ans. Le silence ne protège jamais personne. Olivia, ai-je dit doucement. Elle s'est tournée pour me faire face. Quand tu t'es assise à cette table pendant le toast de Preston, quand tu ne m'as pas défendu, j'ai cru que tu pensais que j'étais d'accord avec lui. Oui, j'étais terrifié. Sa voix tremblait. Il m'avait dit exactement ce qu'il allait dire. M'avait dit que si je réagissais, si je te défendais, il détruirait tout. Et je l'ai cru. Alors tu es restée assise là, tu l'as laissé m'humilier. Je suis tellement désolé, maman. Des larmes coulaient sur son visage. Je pensais que si je traversais juste ce moment, si je pouvais juste l'endurer, alors je pourrais riposter avec les preuves que j'avais rassemblées. Je pensais que le silence était stratégique. Ce n'était pas stratégique. C'était de la peur. Je sais ça maintenant. Je me suis levé, et traversé vers elle. Nous nous sommes tenus face à face, mère et fille. 2 femmes qui avaient toutes 2 essayé de mener des batailles seules. Je comprends pourquoi tu l'as fait, ai-je dit prudemment. Je comprends la peur, la position impossible dans laquelle Preston t'a mise. J'ai fait une pause, choisi mes mots suivants avec soin. Mais comprendre n'efface pas la douleur. Son visage s'est chiffonné. Pendant 2 semaines, j'ai cru que ma fille avait choisi l'homme qui avait tué son père plutôt que moi. J'ai cru que je t'avais perdu complètement. Que tout ce que j'avais sacrifié, tout ce que j'avais construit n'avait pas suffi à garder ta loyauté. Maman, laisse-moi finir. Ma voix était douce mais ferme. Ça a fait mal, Olivia. Ça a fait mal d'une manière que je ne peux pas juste pardonner parce que la vérité est sortie. Parce que tu avais peur. Parce que Preston t'a menacé. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai besoin de temps. Les mots semblaient cruels, mais ils étaient honnêtes. J'ai besoin de temps pour traiter ce qui s'est passé. Pour guérir d'avoir pensé que ma fille m'avait trahi, même si ce n'était pas ce qui s'est vraiment passé. Combien de temps? Je ne sais pas. Le visage d'Olivia s'est tordu de douleur. Maman, s'il te plaît. Je suis enceinte. Je viens de me marier. J'ai besoin. Ce dont tu as besoin, ai-je interrompu. C'est d'apprendre que l'amour ne signifie pas se sacrifier sur l'autel des secrets des autres. Que protéger quelqu'un ne signifie pas lui mentir. Que la vraie force est de demander de l'aide, pas d'essayer de tout gérer seul. J'ai plongé la main dans la poche de ma veste, sorti le crayon de David.
Ton père portait ceci tous les jours à Silver Creek. Il a survécu à l'effondrement alors que lui non. Je l'ai pressé dans la paume de Cole. Laisse-le te rappeler à quoi ressemble la vraie force. Ce que signifie construire quelque chose qui dure. Les doigts de Cole se sont refermés autour. C'est construit pour durer, ai-je dit. Ton père a construit son empire sur des mensonges et des corps. Construis ta famille sur la vérité. J'ai regardé Olivia une dernière fois. Prenez soin l'un de l'autre. Prenez soin de ce bébé. Et quand le procès viendra, dites la vérité. Tout. Peu importe à quel point ça devient difficile. J'ai marché vers la porte. Maman, s'il te plaît. La voix d'Olivia s'est brisée. Ne pars pas comme ça. J'ai besoin de toi. Le bébé a besoin. Le bébé a besoin de parents qui connaissent la différence entre protection et contrôle, entre amour et manipulation. J'ai fait une pause à la porte. Je serai là quand vous serez prêt à construire quelque chose de vrai, quelque chose d'honnête, quelque chose qui durera. Je suis sorti. Le couloir était vide. La plupart des invités avaient fui ou avaient été interrogés et relâchés. Janet attendait près des ascenseurs. Comment va-t-elle? A demandé Janet doucement. Brisée, ai-je dit. Mais elle guérira. Et toi? J'ai pensé aux 20 dernières années, apporter la mémoire de David et les crimes de Preston et le poids de la justice retardée. Moi aussi, ai-je dit. Finalement, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et j'ai laissé ma fille lors de sa nuit de noces, sachant qu'il faudrait des années avant que nous ne nous parlions à nouveau, sachant que c'était nécessaire, sachant que parfois, les personnes que nous aimons le plus ont besoin d'apprendre les leçons les plus dures seules.